Bonsoir, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Jusqu'à 1h du matin, le 39-21 est à votre disposition. Toute la petite équipe est là pour vous y accueillir. Jeanne et Paul à l'autre bout du fil et Philippe Chartier aux manettes de l'émission. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment, pendant ces 2h30 de direct, réagir par mail sur le site europe1.fr et m'envoyer également vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Dominique. Bonjour Caroline. Vous allez bien ? Oui, ça va, oui. Ça va. Vous avez un accent, vous êtes doux là. Vous m'appelez doux avec ce bel accent. J'appelle Dash du Lot-et-Garonne. Ah, d'accord. Bon. Dash. Belle région. Oh, oui, l'été, mais l'hiver, il y a beaucoup de brouillard. Ah ben c'est comme partout, tout est plus joli, tout est plus beau sous le soleil, évidemment. Oui. Alors vous posez des questions, je crois, un peu sur une relation que vous avez avec un homme. Mon ami là, il y a très longtemps que je le connaissais, puisque j'avais encore ma fille qui habitait à la maison. Ma fille, elle a 30 ans. Oui. Bon, c'est que je ne le vois qu'une fois par semaine. Hein. Et ça voilà. vous... Et je le vois qu'une fois par semaine. Bon, c'était quelqu'un qui a été marié, qui est veuf, qui a été remarié, qui est divorcé. Il a eu quelqu'un entre-temps et ça n'a pas tenu 2 ans, quoi. Voilà. Et comme moi, il me connaissait, il m'a fait appel, quoi. Voilà. Et bon, il a fait appel, c'est-à-dire il s'est rapproché de vous. Oui, voilà. Mais bon, lui, il ne voit rien à l'avenir. Lui ne voit rien à l'avenir. Bon, il sait très bien que moi, je l'aime énormément. Lui, des sentiments, il doit en avoir, bon, parce que sur les plans rapports, on s'entend très bien. Hein. Mais c'est déjà là, important. Il n'y a pas de problème. Là, c'est important, oui. Et autrement, le reste, non, quoi. L'avenir, non, je ne pense pas. Bon, il a 2 ans de moins que moi. Moi, j'en ai 60. Et lui, il a 2 ans de moins que moi. Voilà. Et il vous dit, oui, c'est rien, 2 ans, mais non, c'est pas l'âge qui est un problème. C'est plutôt le fait que lui, il investit pas du tout cette histoire comme vous pouvez l'investir. Et non. Pourquoi ? Parce que vous avez tendance à parler d'avenir, vous lui posez des questions. Non, je ne lui en parle pas. Non, je ne lui en parle pas. J'ai essayé de lui proposer un repas tous les deux là à la maison. Bon, il m'a dit oui, je vais y réfléchir. Bon, et puis je l'ai vu dimanche et il m'a dit on remettra ça après les fêtes. Bon, évidemment, parce que bon, il a 2 grandes filles, une qui est de l'âge de la mienne et l'autre qui a 27 ans ou 28 ans, qui est maman d'un petit garçon qui va avoir 10 mois. Oui. Bon, ce bébé, c'est tout le petit. Oui, c'est tout son bonheur autour de ce bébé. Mais pour le moment, voilà. donc, il laisse passer les fêtes parce qu'il va les passer en famille. Vous, ce repas, vous lui proposiez justement avant les fêtes ou pendant ? Oh, mais on avait calculé avant. Et puis comme, maintenant on arrive aux fêtes, je dis, on le fera, je l'ai même dit dimanche, on le fera après les fêtes. D'accord. Oui, il me dit, voilà. Mais vous, ça vous fait de la peine que de le voir qu'une fois par semaine ? Vous aimeriez... Oui, moi, je suis divorcée. J'aimerais le voir plus souvent. Hein. Oui, parce que vous me dites... J'ai quand même une vie compliquée. J'ai mes parents à maison de retraite. Oui. Et croyez-moi que c'est pas facile pour moi. Bon, j'ai une sœur aînée qui est à 800 kilomètres. Oui. Elle vient de se casser le coude et le bras. Et elle est immobilisée pendant 2 mois. Alors et moi j'y vais 2 fois par an, 2 fois par semaine à la maison de retraite. Bon, j'ai mon père qui rouspète toujours.
et ma mère, bon, qui fait un peu la maladie d'Alzheimer. Ils sont Voilà. ensemble, ils sont dans la même maison de retraite, vos Ah parents. oui, 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 c'est oui, bien déjà pour eux. ils sont aux Petites Sœurs des Pauvres, Oui. pas loin de là où j'habite. Bon, je prends le bus. Mais alors, le soir, chacun dans leur chambre. Hein. Ah bon? Voilà. C'est la Eh oui, direction qui oblige ça? Ils font chambre à oui, part? oui, oui, Il y a pas de, ils oui, n'acceptent oui, pas oui. de couple. Même Non, si c'est il y un en a, couple mais qui est. ils font une chambre à part et Bon. dans la journée, ils sont ensemble. Ils s'en plaignent, vos parents, ou pas? Finalement, Ah ils ont non, pris leurs mais habitudes comme ça. Mon père dit que, bon, évidemment, Oui. avec toutes celles que je parle, les enfants les ont gardées. Nous, il n'y a pas eu moyen. Bon, il n'y avait pas moyen. On avait calculé avec ma sœur aînée, qui est plus âgée que moi, qui est mariée. Elle a dit, c'est pas possible, ça va nous coûter plus cher de prendre quelqu'un la journée, de s'en occuper, et la nuit. Elle me dit, et le week-end? Elle me dit, ça va nous coûter plus cher. Alors on a fait les comptes, on a dit, on va les mettre en maison de retraite, et je les ai à la maison de retraite, ça fait 2 ans. Donc Voilà. vous allez les voir 2 fois par semaine? Ah oui, mais j'y Oui. vais de même. Voilà. Oui, bon, c'est bien pour eux, ils savent, comme ça, c'est réconfortant oui, de vous voir comme oui, ça souvent. Oui. Mais par rapport donc, oui, à cet homme, c'est pas tant, vous n'envisagez pas, c'est pas un projet de vie commune que vous avez, simplement, c'est ce qui vous lasse, c'est Non. que ça soit qu'une fois par Non. semaine. Et c'est Oui. toujours le même jour, il vient vous voir Oh ben oui, je lui laisse un message le vendredi soir. Oui. Bon, il n'y répond pas, il m'appelle le dimanche soir, 8h30, 9h. Puis voilà, bon, on discute un petit peu, il boit un café, on discute, bon, et puis voilà, bon, et puis il reste bien 2 heures, 2h30. Mais est-ce que vous sortez de temps en temps avec lui? Ah non, pas du tout. Il vient vous voir chez vous? Oui, puisqu'il il travaille en bas de chez moi. Oui, non, mais certes, mais enfin, il peut travailler à côté de chez vous, mais il pourrait oui. vous. Ça me rappelle une histoire. Cette semaine, il y a une dame, je crois. Enfin, je perds un peu le fil. Il y a une dame qui avait appelé comme ça. Elle voyait son compagnon peu, et effectivement, il l'avait jamais amené. Vous l'avez pas entendu une seule fois au restaurant, jamais de sortie. Il venait juste prendre le café. Entendu, oui. Non. Au début, quand je l'ai connu, il m'a dit je vais réfléchir. Réfléchir à quoi? À notre relation. Mais ça fait combien de temps, justement? Parce que vous vous connaissez depuis très longtemps. Ça... Oui, vous vous connaissez depuis très longtemps, mais depuis combien de temps avez-vous une relation, on va dire, amoureuse? Depuis que ma fille est partie, il y a combien qu'elle est partie? Magali, elle a 30 ans, ou il y a bien... Magali est partie à 19 ans de la maison. Oui, alors, oui, regardez... Oui, mais d'accord, mais vous vous connaissez depuis très longtemps, mais il y a peu de... Oui, mais Dominique, il y a peu de temps que vous avez démarré vraiment une histoire où vous êtes ensemble, on va dire. Non? Oui. Oui, sans plus, quoi. Oui, sans plus, quoi. Bon. Moi, ce que je voudrais... Oui, alors dites-moi, voilà. Dites-moi. Ce que je voudrais continuellement, que moi je sois là-bas au passage, ou alors lui ici. Voilà. J'ai pas compris. Que lui soit ici chez vous et lui? Que soit définitivement chez moi, ou moi que je déménage définitivement. Ah, vous voudriez vivre avec lui? Eh bien oui. Oui, mais alors là, oui, mais lui, il dit que non. Mais il veut pas, lui surtout. Oui, il veut pas. Non, il veut pas. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Enfin, voyez, vous-même, enfin, cette relation par rapport à ce que vous souhaitez, elle est sans issue. Non, c'est pour ça que je dis, bon, je vais mettre un terme à tout ça. Bon, je sais que si je mets un terme à tout ça, je vais souffrir. Hein. Il va vous manquer. Il va me manquer énormément, oui. Parce que moi, bon, je l'aime énormément. Et bon, et puis c'est tout. Mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble réellement? Oh, il y a un moment quand même, il y a longtemps. Bon, j'arriverai pas à le savoir. Mais non, mais je sais.
Vous arrivez plus à savoir vous-même, je crois. Oui. Non. Vous non, vous connaissez non, depuis non. très longtemps, mais à ce moment-là, il était en couple, il a été veuf, remarié, divorcé, et puis vous Oui. dites, il est venu à un moment parce que vous vous connaissiez, mais on sent bien qu'il y a pas le même, la même envie, la même fougue. Vous aimeriez, vous avez envie de faire des projets, vous aimeriez vraiment être en couple. Oui. Lui, Oui. bon, c'est une petite routine, il vient une fois par semaine et puis il repart, quoi, hein, 2 heures. Oui. Enfin, c'est pas très satisfaisant quand même. Non. Vous- Vous avez raison. Après, je trouve c'est un côté très plan-plan et facile pour cet homme. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes autant attaché à lui? Ah, je sais pas. Sa gentillesse, ses câlins, tout quoi. Il est calme, il est comme moi. Bon, puis c'est tout. Voilà. Finalement, vous entendez très bien physiquement. Ah oui. Ça Ah oui, compte oui. aussi pour vous. Ah oui. Oui. Mais en même temps, il vous dit bien, quand vous lui demandez davantage, non. Il vous dit non. Il dit non. Bon, vous pouvez pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein, tous les deux. Non. Vous aimeriez pouvoir à nouveau avoir un homme dans votre vie, vivre, enfin partager la vie de quelqu'un, former un couple finalement. Parce que là, Oui, c'est voilà. pas un couple au fond. D'ailleurs, Non, c'est pour pas ça un que vous couple, avez, non. au fond, je vous pose la question, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Mais bon, vous-même, vous vous sentez pas en couple avec cet homme. C'est pour ça Non. que vous avez du mal à situer aussi. Oui. Il vient, vous vous connaissez depuis longtemps, il vient, vous Oui. passez un moment ensemble, agréable, très agréable, d'accord. Mais après, il repart dans sa vie et vous dans la vôtre. Et il ne vous propose rien. Non. Peut-être que vous pourriez le garder, je veux dire, en ami. Vous voyez, ça veut pas dire, vous pouvez... Si ça doit vous faire beaucoup de mal et vous rendre malheureuse, vous déprimer de ne plus le voir, c'est peut-être dommage. Ah oui. Peut-être que vous pouvez garder pour le moment les choses en l'état, mais en vous disant dans un coin de votre tête que il faut pas espérer plus avec lui. Non. Que c'est ce moment hebdomadaire qu'il vous propose. Et à ce moment-là, si vous recherchez, c'est compliqué, hein, parce que bon, si vous êtes entière, c'est vrai que parfois il vaut mieux arrêter et puis chercher, commencer à chercher ailleurs. Mais vous dire à ce moment-là, sortir, trouver quelque chose pour vous mettre en quête d'un homme avec qui vous pourrez à nouveau former un couple. Il y en a qui sont demandeurs. Eh oui. Il y en a qui aimeraient vivre, enfin, voyez, vivre sous le même toit. Ce monsieur n'a pas envie de ça. Non. Donc, est-ce que déjà ça serait pas concevable pour vous de vous dire, bon, je n'attends plus de cet homme qui ne vous fait pas de promesses d'ailleurs, et finalement essayez un peu d'organiser votre vie pour faire en sorte de rencontrer d'autres personnes, des hommes. Ben oui. Ça serait envisageable, ça? Si, c'est envisageable, oui, si. Mais le problème, c'est que tant que vous l'avez lui dans la vie, vous avez du mal à vous tourner vers quelqu'un d'autre, quoi. Vous préféreriez trancher, c'est-à-dire lui dire on ne se voit plus et peut-être effectivement être malheureuse, certainement, mais pour pouvoir vous sentir libre de démarrer autre chose? Non, parce que on s'était dit que si lui, on s'est bien mis d'accord, si lui trouvait quelqu'un, il me le dirait. Ah non. Oui, mais alors là... Et que moi, si je trouvais quelqu'un, que je lui dise. Bon. Ah bon, d'accord, oui, je pensais, oui. Oui, voilà. Oui, mais... Voilà. Alors, mais je pense qu'il est tellement bien avec moi qu'il ne veut pas trouver personne, vous comprenez? Vous croyez vraiment? Oui. Et puis bon, c'est une personne... Mais s'il est si bien que ça avec vous, pourquoi il vient pas s'installer? Pourquoi Enfin, vous voyez, il est bien, pardonnez-moi, mais il vient une fois par semaine, il passe un bon moment avec vous, il repart. Enfin, est-ce que c'est là où le problème, est-ce que vous...
Malheureusement, bon, je sais pas comment vous dire, je voudrais pas vous faire de peine, mais vous êtes quand même, vous me sembliez lucide. Est-ce que vous vous dites pas qu'au fond, cet homme, il vient, bon, il passe un moment de plaisir, agréable, il repart, quoi. Oui. Mais de là à dire, il est peut-être bien, oui, c'est agréable, mais vous le dites vous-même, il a pas les sentiments pour vous que vous avez pour lui. Il a pas envie de s'engager davantage. Non. Donc s'il était si bien que ça, peut-être que, en tout cas, il a pas envie. Je ne sais pas, il veut, dans sa vie, il ne veut pas changer. Non, Sa vie lui convient comme ça. Pas. Ouais. Donc le fait, vous dites, vous comptez sur le fait qu'il rencontre personne, mais vous, pendant ce temps, vous rencontrez aussi personne avec qui vous pourriez concrétiser vos projets. C'est ça, oui, c'est ça, oui. Bon, oui. à y réfléchir quand même, hein, peut-être pour voir. Oui. Après, si ça vous convient comme ça, évidemment. Vous continuez, mais moi je crois que cet homme, vous le savez, il changera pas. Même quelqu'un. Bon, moi, alors. Je veux quelqu'un que je puisse sortir les week-ends et bon, et puis voilà. Ben c'est pas avec lui alors. Et je trouve que c'est là où il est pas si gentil que ça. Moi je trouve, hein. Vous me dites ah oui, je l'aime parce qu'il est gentil. Il est peut-être gentil effectivement quand ça l'arrange. Il manquerait plus en plus qu'il morde quand il vient vous voir. Enfin, je veux dire, il vient passer un moment agréable avec vous. N'empêche qu'après, il repart dans sa vie et voilà. Donc, je trouve que même pas... enfin, c'est vous aussi, peut-être vous pourriez proposer, mais même pas sortir, aller au cinéma, aller au resto. Non. Non. Parce que moi, je l'ai connu, j'avais encore ma fille. C'est lui qui a commencé, c'est pas moi, hein. Et il m'a dit, oh, mais si ça doit marcher entre nous, il me dit, au début, il faudra faire attention parce que j'ai un quartier, il y a des mauvaises langues partout. Il m'a dit, au début, si on se voyait, il faudrait faire, mais après que les gens nous verraient la main dans la main, on n'a pas de quoi rendre de compte à personne. Oui, mais ça, c'est un peu des prétextes, hein. Dans les faits, c'est bien joli, ça l'arrange bien, il prend pas de risques. Bon, écoutez, bon courage, j'ai envie de vous dire, bonne chance, mais je pense vraiment, moi, d'après ce que vous me dites, je pense pas que cet homme, il a envie de bouger, hein, lui. Alors il y a Pipo aussi, qui est breton, qui dit on entend que vous n'êtes pas dans la même attente, il vaudrait mieux pouvoir continuer votre route et voir plus loin. Eric dit il est dans sa zone de confort, cet homme, hein. Peut-être qu'après tout, si vous trouviez un autre prétendant, il pourrait devenir jaloux et vous voir de notre œil. Il a pas tort, Eric. Je trouve que c'est trop confortable pour lui. Oui. Voilà. Et donc, à vous de voir un peu, peut-être de le stimuler, essayer de le rendre un peu jaloux, voir si ça bouge, hein, parce que là, ça, c'est pas prêt de bouger. Bonne chance, en tout cas. Bonne chance à vous, Dominique. Merci, Evelyne. Au revoir. Non, moi, c'est Caroline. Au revoir. Caroline, pardon. Eh bien, bonsoir. C'est pas grave. Au revoir. Au revoir, Dominique. Bonsoir Manon. Caroline, je vous remercie de prendre mon appel. Mais je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Alors ça fait un peu bizarre parce que je vous écoute depuis vos débuts, donc c'est vrai. Je me suis jamais dit que j'allais vous appeler. Mais vous étiez toute petite, dites-moi, quand vous écoutiez. J'avais une vingtaine d'années, oui. C'est ça, donc aujourd'hui vous avez 34 ans. Voilà, c'est ça. Bah, merci. Alors, donc, je vous appelle parce qu'en fait, je suis dans une situation où, on n'en parle pas souvent. Et d'ailleurs, dans votre émission, j'ai jamais entendu, j'ai pas souvenir d'un thème, d'une soirée où le thème a été abordé. Ah bon, dites-moi. Donc voilà, je vais raconter ce qui se passe. Oui. Donc j'ai 34 ans, je suis en couple depuis une dizaine d'années avec mon conjoint et moi j'ai jamais voulu d'enfant, j'ai jamais eu ce désir. Et lui, je pensais que c'était pas important pour lui. Et là, depuis quelque temps, il m'a dit que voilà, il avait un fort désir d'enfant. Ça devient important pour lui. Oui. Et donc voilà. Donc après, il y a plusieurs solutions. Donc soit on se sépare, mais on s'aime beaucoup. On a une belle histoire et ce serait vraiment dommage. On n'a aucune envie de se quitter.
Soit, lui, il fait une croix sur ce désir d'enfant qu'il a. Soit, donc moi, je me pose beaucoup de questions en ce moment. Je me dis, est-ce que peut-être je pourrais sauter le pas et une fois dans la situation, peut-être que ça se passerait bien finalement. Oui. Donc voilà. Vous laissez finalement, il y a plein d'ouvertures possibles quand même. C'est pas fermé. Voilà. Consciemment, je me vois pas du tout dire voilà, je vais être enceinte, je vais avoir un enfant. Mais peut-être qu'une fois dans la situation, si ça m'arrive de tomber enceinte, vous n'envisagiez pas, pour vous, c'était pas envisageable justement la grossesse ou le fait d'avoir un enfant. C'est pas forcément la même chose. C'est lié, évidemment. Oui, pas toujours d'ailleurs. Alors en fait, justement, c'est à plusieurs niveaux. C'est pour ça que ça me pose quand même problème. Donc il y a à la fois la grossesse, effectivement, la transformation physique. Ça me fait pas du tout rêver. Donc il y a ça. Il y a aussi, en fait, moi j'ai fait un travail sur moi pendant 4 ans parce que, arrivé à un moment dans ma vie, j'avais eu comme un poids sur mes épaules et donc je savais pas d'où ça venait, je savais pas comment m'alléger quoi. Et donc j'ai été voir quelqu'un, j'ai découvert plein de choses forcément, dont quelque chose de l'ordre du transgénérationnel. Donc il y avait donc ma grand-mère maternelle n'était pas heureuse, n'était pas épanouie. Elle s'est mariée avec un militaire, un homme très très dur, qui lui parlait comme un chien. Bref. Et ils ont eu, donc elle l'a jamais quitté. Ils ont eu 3 enfants et ma mère elle est aînée. Et après ma mère, elle aussi s'est mariée assez jeune, n'a pas. Moi je la trouve pas épanouie. Voilà, elle a eu 3 enfants et moi je suis l'aînée. Donc vous voyez, à chaque fois ça se répète. Oui. Et donc on a découvert avec ma psychologue de l'époque qu'en fait, moi sûrement si j'avais pas envie d'enfant, c'était pour arrêter un petit peu la lignée. De ces femmes qui ne sont pas heureuses, qui n'ont pas été heureuses dans leur vie de femme, dans leur couple. Voilà, exactement. Vous pensez que votre mère... Oui, pardon. Et qui ont toujours en fait mis leurs problèmes de côté, sans les travailler, sans rien faire pour aller mieux, et du coup ça se répercute sur la génération suivante quoi. Alors vous déjà justement vous avez déblayé le terrain là. Oui, c'est très bien. Du coup, vous êtes allégé, et peut-être pour les générations suivantes justement, parce que le travail que l'on fait pour soi, ça aide aussi les générations d'après, justement, à ne pas les charger de valises de problèmes. Oui. Ça joue aussi. Alors, on a déjà abordé ce sujet pour répondre à votre question, quand même, Manon. Oui. Quand dans un couple, l'un a un désir d'enfant, l'autre pas. Effectivement, du coup, ça crée une zone de tension, de conflit. Ça a déjà été abordé dans l'émission. Parfois du côté d'un point de vue des hommes, du point de vue des femmes. Du côté de la femme, c'est quand même assez rare. Et c'est peut-être qu'effectivement, on aura des témoignages après les infos de 23h de femmes qui, comme vous, au départ, ne souhaitaient pas, ne se projetaient pas, en tout cas dans une maternité, et qui... parce qu'elles aimaient leur conjoint qui, lui, avait envie d'être père, ont sauté le pas, ont franchi ce pas, ou d'autres qui, peut-être, n'ont pas voulu, se sont séparés. Je pense qu'on aura des réactions, je l'espère en tout cas. Voyez, Voilà, oui, moi aussi, ça m'intéresserait d'avoir surtout des témoignages positifs, parce que je me pose la question. Et ça serait quoi, des témoignages ? Qu'est-ce qui serait positif, justement, pour vous ? Parce que d'entendre des femmes qui me diraient que voilà, elles non plus ne voyaient pas forcément leur vie avec des enfants et qui l'ont fait par amour pour leur conjoint et finalement qui sont très heureuses en tant que mères. Et qui elles-mêmes sont très heureuses, d'accord. Oui. 39-21, vous pouvez intervenir si vous souhaitez parler avec Manon. Quand l'un désire un enfant, l'autre pas, ça pose problème dans le couple. On continue à en parler avec vous, Manon, juste après les infos. Ne raccrochez pas surtout.
l'antenne continue. Vous avez carte blanche sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. C'est vous qui composez entièrement le menu de l'émission en fonction des sujets que vous avez envie d'évoquer et surtout en fonction de votre humeur du moment. 39 21 pour témoigner, pour réagir à un témoignage. Alors justement, Manon attend vos témoignages puisque Manon, vous avez 34 ans. Vous êtes en couple depuis un moment, déjà 10 ans. Jusque-là, il n'y avait pas de problème entre vous particulier. Il y en a d'ailleurs toujours pas. Vous dites que vous vous aimez beaucoup. Si ce n'est et puis on parle beaucoup même de ce problème-là, donc... Ah, c'est intéressant justement. Vous allez me dire comment vous en parlez, comment votre compagnon, qu'est-ce qu'il en dit. Votre compagnon, lui, depuis peu manifeste un désir d'enfant. Et vous, il y a quelque chose qui vous retient. Enfin, vous n'envisagiez pas de vous retrouver avec des enfants. Et vous nous expliquiez, c'est de façon très concise, que vous avez vu dans votre famille, les femmes, vos mères et grand-mères, finalement pas bien heureuses, pas heureuses dans leur couple. Et vous aviez envie de stopper ça. Ce qui est paradoxal, c'est que vous parlez de couple d'ailleurs, de femmes pas très épanouies dans leur couple, mais vous pensez que ça a déteint, que ça a rejailli aussi sur leur maternité? Parce qu'après tout, elles auraient pu être malheureuses dans leur couple, mais s'épanouir justement d'autant plus dans les maternités. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, je pense que, ils ont peut-être pas fait les bons choix, donc soit de compagnons. Non, mais au-delà de ça, justement, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, mais c'est vrai que comme c'était juste avant les infos, vous disiez que votre grand-mère vraiment a été mariée à un militaire très dur, et finalement votre mère est l'aînée de ce couple, et vous sembliez dire que votre mère elle-même n'a pas été très heureuse dans sa vie de femme. Non, alors oui, c'est l'impression que j'ai, mais et d'ailleurs depuis cette thérapie que j'avais fait, c'est vrai que je lui parle plus en fait, parce que elle était pas une bonne mère entre guillemets, enfin la relation était toxique, c'était plus moi la mère dans l'échange, donc je la nourrissais plus que l'inverse et moi ça m'épuisait quoi. Donc depuis je la vois une fois par an, je la vois le moins possible. Et c'est aussi ça qui fait que ça joue aussi dans le fait de pas vouloir d'enfant d'ailleurs. Je comprends mieux parce que finalement il y avait des rapports inversés, c'est-à-dire que c'est vous qui teniez le rôle de parent très tôt. Moi j'avais de pas l'impression sur le moment, mais évidemment sur le moment on n'a jamais l'impression de ça. Voilà. L'enfant ne se rend pas compte, c'est pas dit de cette façon-là, que finalement c'est l'enfant qui prend en charge son parent qui ne va pas bien. C'est lourd, évidemment, à porter, cette inversion des rôles, mais en même temps, il y a aussi un côté gratifiant pour l'enfant, et c'est important de ne pas le laisser s'enfermer là-dedans, parce qu'il peut se sentir un peu tout puissant à porter ce parent. Il y a toujours les deux. Mais c'est pas, je l'ai pas portée non plus à bout de bras. Elle avait pas des problèmes non plus terribles. Mais c'est juste un sentiment qu'elle était toujours un peu aigrie, que rien ne va. Donc elle critique tout le monde et elle se confiait, plus ou moins à moi. Vous, à la différence de votre mère et de votre grand-mère, vous avez choisi votre compagnon, vous vous entendez très bien avec lui. Vous êtes heureuse dans le couple que vous formez. C'est très différent de mon père, par exemple. Oui. Donc déjà, oui, c'est vrai que dans ce sens-là, je vais pas reproduire, puisque le couple n'est pas le même. J'ai choisi quelqu'un qui me correspond vraiment et avec qui ça se passerait très bien. Déjà. Qu'est-ce qu'il en dit justement? Parce que vous me dites que vous en parlez beaucoup, tous les deux. Lui, en fait, il n'a pas connu son père, donc lui, c'est l'inverse. Il a envie vraiment de fonder une famille pour un peu sûrement réparer ça. Donc, lui, il me comprend. Il me jette pas la pierre du fait que je me projette pas là-dedans, que j'ai jamais voulu d'enfant. Il cherche pas à me forcer entre guillemets. Oui, il est compréhensif. Il est compréhensif. Lui-même a une blessure. On peut très bien comprendre que vos peurs, vos hésitations, Voilà, et le pire, c'est qu'on se comprend tous les deux. Moi, je comprends très bien son point de vue, mais ça n'empêche pas que... Mais vous n'êtes peut-être pas rencontrés par hasard, tous les deux, d'ailleurs. Oui.
finalement. Enfin, et vous vous entendez très bien, d'ailleurs. Oui. Donc, je trouve que vous avez plutôt bien choisi. Non, mais c'est vrai, c'était bien avant de faire votre travail et autres, donc il y a quelque chose là Oui, qui, à c'est ce vrai. niveau-là, fonctionne bien. Vous souhaitiez des réactions, il y en a beaucoup qui arrivent maintenant. Alors je vous propose qu'on les accueille tout de suite. Il y a déjà un petit message SMS. Quelqu'un me dit j'ai 52 ans. Comme vous, je ne voulais pas d'enfants. J'en ai 2 maintenant. J'avais peur de prolonger, perpétuer une sorte de malédiction familiale, et je voulais que ça s'arrête avec moi. J'ai travaillé sur moi. Il n'y a pas en fait de malédiction familiale. Allez-y, dit cette auditrice. Quelqu'un me dit aussi, surtout dites bien Manon que je ne voulais pas d'enfants. Idem, il y avait un problème comme ça lié au transgénérationnel. Mon mari en faisait un vrai sens, lui a donné à sa vie. J'ai 3 filles. Et même si j'ai détesté être enceinte, je ne regrette rien, dit cette auditrice. C'est pour ça que je vous interrogeais aussi sur la grossesse et sur l'enfant, parce que il y a des femmes qui ont peur de la grossesse, enfin que ça angoisse, qui n'ont pas envie, oui, il y a des peurs autour de la grossesse et qui, quand l'enfant est là, ça s'estompe. À l'inverse, il y a des femmes qui adorent être enceintes. Avec les enfants, parfois, ça se passe un peu plus difficilement. Mais on va accueillir, il y a Marion, Amélie et Valérie qui sont avec nous. Donc, on les accueille ensemble. Pour les messages. Ah oui, elles ont été très promptes à réagir. Bonsoir, Oui, Marion. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Manon, bonsoir à tous. Écoutez, j'étais très touchée. C'est la première fois que j'appelle parce que je suis très touchée par votre témoignage, Manon, parce que comme vous, je suis enfant de personnes avec difficultés de couple, où j'ai été la mère de ma mère très longtemps. J'ai fait un travail énorme dessus depuis l'âge de 15 ans. Oui. J'ai fait beaucoup d'études parce que j'ai compris qu'il fallait que je me réalise moi-même. Et puis, en sortant de mes études, à 24 ans, j'ai rencontré un homme de 30 ans de plus que moi. Et puis, la vie allait bien, il a fait déjà 2 enfants, grands enfants. Donc, la question des enfants, c'était super, je ne me posais aucune question. Et un jour, l'amour, il y avait trop d'amour. Et il m'a dit, écoute, j'aimerais qu'on ait un enfant ensemble pour partager cet amour. Alors moi, vraiment, ça m'a bouleversée. Oui, c'est une jolie tournure. Bouleversée, et je me suis dit, oh là là, il faut que j'y pense alors que je viens juste de sortir de mes études, que je suis en train de monter mon cabinet, qu'est-ce qui va se passer, et là, une grosse folie. Donc, j'ai pris un petit peu de temps, on en a beaucoup parlé, effectivement, ça m'aide énormément, et je me suis dit, oui, j'ai réparé des choses, j'ai pensé à ma famille, j'ai regardé ma famille, et je me suis dit, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je dois vivre cette vie. Et donc, j'avais vraiment pas envie d'enfant. Donc, je suis tombée enceinte. J'ai vécu jusqu'à 7 mois sans penser que j'étais enceinte. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Et le jour le plus magnifique, ça a été le jour où le bébé est là. Et là, vous prenez toute la dimension d'être maman. Mais toute la dimension, c'est une magie. C'est une magie. Et en fin de compte, aujourd'hui, mon fils a 13 ans. Il est plus grand que moi, c'est un amour, c'est un partage. Bien sûr, je ne suis plus avec son papa, mais c'est mon meilleur ami. Et on a une famille qui s'entend très 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 bien, où on se réunit tout le temps. Et notre fils, c'est vraiment merveilleux. Et ça m'a permis de me prouver que j'avais, cassé cette mémoire transgénérationnelle. Voilà, tout simplement. Donc c'est merveilleux d'être une maman, et surtout quand un homme vous le demande. Oui, il y a vraiment là, il y a un acte d'amour, il y a la façon dont il vous l'a demandé est très belle, et effectivement, même vous, la façon dont vous en parlez, on sent que même si vous n'êtes plus aujourd'hui avec cet homme, il y a ce lien très fort, et puis il y a cet enfant qui est là. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant, vous dites jusqu'à 7 mois, vous avez fait un peu comme si vous n'étiez pas enceinte. Oui, c'est ça. Vous l'avez tenu un peu mis de côté. Je l'ai mis de côté parce que je travaillais énormément, je montais mon cabinet, Oui, ce qui n'est pas anodin non plus d'ailleurs. Oui. Exactement. D'être très active. Quand je m'étais occupée, tout à fait, je m'étais occupée à autre chose, vraiment. Oui. Et puis à un moment donné, la vie vous rattrape, et c'est tellement beau quand la vie vous rattrape. C'est l'enfant, c'est ça, c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est aussi, on dit toujours comment, les gens se demandent toujours comment je vais être en tant que mère, comment je vais être en tant que père. Mais c'est l'enfant aussi, c'est l'enfant qui fait le père ou la mère. Et il faut aussi... Quand on met l'amour, quand il y a de l'amour entre 2 personnes, et qu'on décide
On a le choix aujourd'hui. Quand on décide de faire un enfant et quand on le fait avec amour, l'enfant est chargé d'amour. Et donc, il n'y a pas de souci là-dessus après. Tout se déroule bien parce qu'il y a de l'amour. Et même quand on se sépare, les parents se séparent, eh bien, il y a de l'amour qui est resté à l'intérieur et l'enfant le sait, le père le sait et la mère le sait. Et ça fait quelque chose de vraiment merveilleux à vivre. Vraiment. C'est ce que dit Ninon. Elle dit, vous avez parfaitement identifié la question, le problème, Manon. Qu'est-ce qui vous empêche de sauter le pas? Votre ami assumera peut-être au début et votre amour fera le reste. Je vous remercie beaucoup parce que c'est un très beau témoignage, oui, Marion. Vous voulez poser une question, Manon, ou... Non, mais oui, j'écoutais, c'est vraiment intéressant, donc je vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, parce qu'on va accueillir également Amélie et Valérie. Bonsoir Amélie. Oui, bonsoir. Alors vous voulez donner un point de vue un peu professionnel, puisque vous êtes sage-femme. Oui, donc je suis aussi maman, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. Et pareil, j'ai été interpellée tout de suite par le témoignage de ce soir. Parce que toutes les femmes, je pense, ont en elles une part de désir et du non-désir de l'enfant. Mais quand je vois un petit nouveau-né, un petit bébé, ce qu'il a besoin avant tout, c'est ce désir en fait de ses parents, cette vraie envie, ce vrai désir et cet amour vraiment à donner. Et j'ai tout de suite réagi quand j'ai entendu Manon dire peut-être quand l'enfant sera là, je verrai bien. Mais je pense qu'il faut, c'est pas à cet enfant de vous donner envie de lui, parce que s'il n'est pas parfait, s'il est différent, s'il n'est pas comme vous l'avez fantasmé, il va falloir l'accepter comme il va. Donc, et je vois tellement de couples se déchirer, se briser, parce que justement, on s'est dit, allez, on y va, soyons fous, et puis peut-être il n'y a pas eu assez de questionnement en tout cas sur ce désir de l'enfant. Mais vous pensez pas que s'il est là, c'est peut-être parce que lui-même a trouvé le désir, au fond d'être là, de venir au monde, c'est qu'il a trouvé une place pour se glisser. Et c'était en tout cas ce que disait autrement, mais Françoise Dolto souvent à propos des enfants. Justement, quand on disait j'ai pas été un enfant désiré, elle disait ça. Le désir, ça échappe, hein. Tout à fait. Et vous l'avez bien relevé tout à l'heure en ce qui concerne Manon, c'est-à-dire qu'elle a peur du transgénérationnel, mais en même temps, elle a fondé un couple. Donc, elle aurait pu aussi faire le choix de rester seule, par exemple. C'est qu'elle y croit quelque part. Moi, c'est ça aussi que j'ai envie de lui dire. C'est que quelque part, elle y croit. Elle a trouvé un homme qui lui correspond, avec qui elle vit un amour profond. Donc, elle a déjà rompu le cercle. Et tout ce travail qu'elle a fait aussi, elle aurait pu, c'est tellement facile, il y a tellement de gens qui refusent de travailler sur eux, sur leur vie, sur leurs difficultés de vie, justement. Donc, c'est qu'elle y croit, elle a envie d'y croire aussi. À tel point que même, Manon, vous nous avez demandé, au fond, j'aimerais des témoignages positifs. Je vous demandais qu'est-ce que c'était des témoignages positifs. Des négatifs. C'était a priori, oui, si vous m'auriez dit, je veux surtout des témoignages négatifs. Mais peut-être, après tout, ça aurait pu aller dans le sens de votre désir, non-désir. Or, vous dites, vous voulez des témoignages de femmes qui ont sauté le pas et par amour pour leur conjoint et finalement qui sont aujourd'hui très heureuses dans leur maternité, qui se sentent épanouies. Donc il y a bien quelque chose de... Les cas négatifs, moi je vois que ça, si vous voulez. Je me focalise sur les histoires. Vous, Amélie, vous voyez... Non, c'est vous, Manon, qui me parlez. Vous voyez les choses négatives, d'accord. Oui, donc je voulais un petit peu le pendant pour faire la part des choses, quoi. Et vous, Amélie, est-ce que dans votre pratique, justement, de sage-femme, vous voyez parfois, dans ces moments très, très particuliers, si sensibles que l'accouchement, vous voyez des choses comme ça qui peuvent se jouer autour des couples? Ah oui, complètement. J'ai eu le cas récemment d'un petit garçon qui pleurait beaucoup. C'était très compliqué, qui dormait mal la nuit, qui... pleurait énormément. Dans les premiers jours, donc de sa vie. Oui, dans les premières mois, heures. Même, dans les premiers mois. J'avais revu sa maman après en post-natal. Et en questionnant la maman, j'ai dit mais c'est fou, pourquoi il est aussi inquiet, ce bébé. Il semblait inquiet en fait en interrogeant la maman. Oui. Et là, la maman m'explique que son mari ne voulait pas de cet enfant. Et que le père de son mari n'avait jamais voulu d'un deuxième enfant, c'était un deuxième, et que même son père à elle n'avait jamais voulu d'un deuxième. J'ai dit, mais vous vous rendez compte, les valises qui se traînent votre petit. Et quelque part, son compagnon à elle, donc lui avait exprimé qu'il ne voulait pas de deuxième enfant.
Et quelque part, il le faisait payer à sa compagne. C'est-à-dire, oui, mais je t'avais dit que j'en voulais pas, alors maintenant, il faut que tu assumes, maintenant, il faut que tu t'en occupes, maintenant, il faut que tout ça. Donc, tension familiale, tension dans le couple, tension sur cet enfant. Oui. Et une fois que tout le monde s'est parlé, finalement, bon, les tensions commençaient à s'estomper. Finalement, peut-être qu'il y avait suffisamment d'amour pour cette famille en particulier. Oui, déjà, Ça peut peser très lourd sur les épaules de l'enfant à naître aussi. Oui, puis encore une fois, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui pèsent déjà sur leurs frêles épaules et les nouveau-nés sont des véritables éponges émotionnelles. Oui, Ils captent tout puisqu'ils n'ont pas le langage, mais ils ressentent tout ce qui se joue, toutes les émotions. Et on voit d'ailleurs quand ils sont dans les bras comme ça, à quel point même tout petits ils peuvent capter, se mettre à ouvrir. Même des bébés qui crient énormément, qui à un moment vont s'arrêter, on les sent à l'écoute, vont ouvrir les yeux. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand il y a une parole qui les touche finalement. Alors évidemment qu'ils ne comprennent pas le sens des mots, mais ils comprennent les émotions qui y sont attachées. Et bon, bah vous le savez, hein, vous êtes sage-femme, vous travaillez. On travaille beaucoup aussi maintenant dans ces premiers temps comme ça de la relation. Mais j'ai été très sensible à ce que vous disiez aussi, Marion, dans le fait que au fond. Pour stopper quelque chose peut-être d'une histoire familiale ou d'une histoire qu'on ne veut pas perpétuer, la meilleure façon c'est aussi de quand on dit laisser la vie, finalement c'est la vie qui vous prend, qui vous choisit, accueillir la vie, c'est de se dire qu'on va aussi à chaque fois inventer autre chose. Parce que finalement, souvent, et c'est tout à fait respectable si par peur, si on veut pas, voilà, c'est la création finalement. Parce que on peut. C'est pour ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Eh ben oui. Et il y a quelque chose dans la peur qui fait que et qui est tout à fait respectable et estimable, hein, de dire je ne veux pas transmettre, j'ai trop peur et il vaut mieux ne pas le faire si on ne le sent pas à ce moment-là. Mais finalement, c'est une position, on reste toujours attaché à ce schéma-là au fond. On décide de s'en défaire en disant non, mais quelque part, on perpétue. Oui, d'une certaine façon. On perpétue une peur. Et on va la transmettre par la suite. Et ce sera peut-être pas à son enfant, mais ce sera peut-être à quelqu'un d'autre. Donc quelque part, il faut prendre sa place à soi et s'écouter, que ce soit un positif ou un négatif, mais il faut s'écouter. Et vraiment, je pense que quand c'est la demande d'un homme à un enfant, c'est quand même assez magique parce que la femme, elle a le droit de choisir. Et c'est tellement bon de pouvoir choisir ce moment de sa vie. Que si c'est pas le moment, c'est pas le moment, il faut attendre. Mais si on commence à se poser la question, si Manon se pose la question, c'est quand même formidable parce qu'elle remet tout en cause sur sa famille, sur elle se regarde. Et je crois que à partir du moment où on se regarde, c'est qu'on s'interroge sur soi. Et c'est là où on commence à créer sa vie. Voilà. Il y a des messages qui parviennent également avant qu'on accueille Valérie. Quelqu'un me dit, moi je ne voulais pas d'enfant. La peur d'accoucher, la peur de la grossesse. À 35 ans, j'ai fait un bébé. Aujourd'hui, mon fils a 5 ans. Je suis folle d'amour pour lui. Je l'ai même allaité 8 mois. C'est un bonheur. Mais, dit cette auditrice, je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir, vos peurs et vos appréhensions. Il y a également quelqu'un qui me dit, issu d'une famille nombreuse et ayant beaucoup aidé et soutenu notre mère, ma sœur et l'un de mes frères ne souhaitons pas d'enfants. Il y a quelque chose aussi, bien sûr, autour d'une histoire familiale. On marque une petite pause et on accueillera Valérie, on conclura avec Valérie. Bonsoir Valérie. Vous êtes avec nous ? Oui. On vous écoute alors. Hein. Bonsoir. Vous voulez rebondir un peu sur ce que disaient Manon et peut-être Marion et Amélie ? Mais c'est vrai que l'histoire de Manon, ça a tout de suite fait écho à mon histoire. Et donc j'ai suivi comme elle une psychothérapie parce que j'ai passé des moments difficiles et ainsi de suite. Et c'est vrai que du coup, je ne voulais pas d'enfant parce que je me disais... déjà, c'était difficile d'avancer et puis surtout quand j'ai réalisé à quel point on pouvait en tant que parent influer sur l'avenir de nos enfants, je voulais pas infliger quelque chose de difficile à cet enfant. Et donc après j'ai rencontré,
de toute façon, la psychothérapie, c'était déjà en rapport avec des difficultés familiales et de mes parents. Donc, mon but aussi, c'était de pas répercuter ça. Et puis, j'ai rencontré mon conjoint. Donc, déjà, j'ai brisé quand même un peu cette chose-là, vu que ça, c'était vraiment très bien. Et lui étant veuf, il voulait vraiment un enfant. Et puis, bon, il avait 34 ans, donc moi 30 ans. Et le chemin, enfin, j'avais fait mon chemin, mais en même temps, j'avais peur. Oui. Et par amour pour lui, j'ai sauté le pas. Par contre, une fois que j'ai eu sauté le pas, je me suis pas posé de questions sur la grossesse Vous ou avez été autre. plutôt sereine, même. Oui, tout finalement. à fait. C'était plus la question de y aller ou pas, finalement, faire un Oui, enfant voilà. ou pas. Une fois que vous avez été enceinte, là, c'est pour vous, c'était. Au démarrage, c'était bizarre. Je me disais, tant que je l'ai pas, tant que j'ai pas eu l'échographie, je me disais Oui. bon, tu te fais des idées, t'es pas enceinte, ça va. Et puis non, tout compte fait, ça s'est bien passé. Au final, je suis une mère très très fusionnelle, très mère poule. J'ai allaité, j'ai été très fusionnelle avec le nourrisson. Et puis après, c'est moi qui ai eu le désir d'agrandir la famille parce que vraiment, j'ai pas regretté. Et la passe difficile que j'ai eue et le travail que j'ai eu à faire, au final, ça m'aide au jour le jour aussi pour élever mes enfants et partager leur quotidien ou leurs difficultés. Justement, je m'en sens plus forte au final. Et est-ce que par rapport à votre histoire aussi, vous avez eu l'impression d'avoir surmonté quelque chose, d'avoir dépassé peut-être vous, votre histoire, votre enfance C'est aussi un cap à passer, devenir parent à son tour. On est dans la transmission là. Oui, est-ce que tout à fait. parfois ça permet de prendre du recul aussi par rapport à son histoire? C'était un peu comme si je conjurais le sort quelque part. Par exemple, je suis moi j'ai manqué d'affection et avec mes enfants, je suis très proche, Oui, très c'est souvent affectueuse. comme ça. Donc du coup, bon, oui, on grandit ensemble au final. On finit de grandir. Moi, je finis de grandir et eux font le début de leur vie. Mais c'est très juste, je trouve, ce que vous dites. Parce qu'effectivement, souvent, on peut se mettre une montagne dans cette idée d'éduquer, d'élever un enfant, et finalement, la peur est bien compréhensible, parce que c'est une des plus grandes responsabilités qui soit. Mais vous avez raison, Valérie, c'est-à-dire qu'après, je crois qu'il y a quelque chose qui se met en place où, heureusement, on vient au monde, c'est tout petit, on a le temps de grandir soi-même, effectivement, en même temps que son enfant aussi. Et de repasser des étapes aussi, à travers aussi son enfant. C'est ce que dit quelqu'un, c'est enfanter dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a mettre au monde un enfant, mais il y a aussi, parfois aussi, se mettre au monde, à travers ça, un peu, soi-même. Et même, et j'ai souvenir de deux petites choses, notamment une fois où j'étais pas bien parce qu'en fait, on avait vécu quelque chose qui résonnait en moi avec ce que moi j'avais vécu enfant. J'ai pas bien réagi, mais après, j'ai su aller parler à mon fils et puis lui expliquer, lui parler simplement sans insister, mais sur ce qui avait pu me faire réagir, pourquoi. Et du coup, il a compris, en fait. On est passé à autre chose. On n'est pas resté à renouveler les erreurs. Et l'autre chose, c'est que, par exemple, le relationnel qui était très difficile avec ma mère et qui était à l'origine de certains problèmes, étonnamment, la venue de cet enfant a été un déclic aussi pour elle. Dans quel sens ? Elle a changé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre fils ? Oui, elle qui était très peu maternante, très peu proche, là, elle s'est manifestée beaucoup plus proche et beaucoup plus maternante avec ce petit enfant.
Mais c'est ce qui est, heureusement, c'est vrai qu'on voit de merveilleux grands-parents, des parents très très tendres, très aimants, alors que en tant que parents, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux. Oui. Là aussi, il y a quelque chose qui peut se mettre en place, et c'est ce que disait un peu Marion, c'est-à-dire que la vie, c'est avant tout de la création, et donc les choses sont rarement figé quand on regarde bien, parce que c'est la vie, c'est pas figé justement, c'est du mouvement, et donc il y a de l'évolution, et y compris à travers ce qui se transmet d'ailleurs. Il se transmet finalement, on peut se dire parfois on regarde des familles, il se transmet quand même avant tout de la souffrance, mais quand on regarde parfois de génération à une autre, il y a des choses qui peuvent heureusement évoluer. Il y a quelqu'un qui me parle aussi de d'Annie Dupéré elle en a parlé dans un très beau livre de son histoire familiale où elle s'est retrouvée orpheline très tôt de façon dramatique, et de ce fait, elle ne voulait pas d'enfant, et c'est son mari, Bernard Giraldo, qui lui aurait dit, alors ça, qu'un tel refus c'était un suicide, et que pour elle, cette phrase aurait été une révélation. Je mets au conditionnel parce que c'est vrai que j'avais pas entendu dire ça, même si on connaît évidemment son histoire en tant qu'enfant. J'ai beaucoup de messages qui arrivent pour vous, Manon, mais je voulais, avant de vous les lire, peut-être vous laisser, vous, le mot de la fin, puisque c'est vous qui... Qu'est-ce que vous ont inspiré ces témoignages-là de Marion, d'Amélie, de Valérie, et puis de Oui, ceux alors que je déjà, vous ai lus. je remercie toutes les personnes qui ont témoigné, parce que c'est vraiment ce que j'attendais. Je vais réécouter l'émission à tête reposée aussi, je pense, pour écouter de nouveau leurs témoignages. C'est vrai que c'est intéressant, ça va dans le sens du positif que j'espérais. Moi, par contre, oui, pour rebondir juste sur ce que disait Valérie, je crois, c'est la dernière intervenante, par rapport à sa mère, c'est vrai que moi, la relation étant entre guillemets toxique, je voulais m'éloigner d'elle, et donc je la vois pas beaucoup, je parle le moins possible avec elle, et donc j'ai aussi peur de ça, de si j'ai un enfant, j'ai pas envie de couper l'enfant de ses grands-parents non plus, donc moi je serais obligée de me rapprocher, et c'est une relation qui m'est pas, enfin moi je me protège en fait en l'évitant, donc j'ai peur aussi de ça, d'être obligée de la côtoyer plus alors que ça me fait du mal à moi, ou alors de couper l'enfant de ses racines quand même. Moi ça fait écho dans le sens où on va dire sur 4 grands-parents, entre mes parents et les parents de mon conjoint, il y en a quand même 3 qui sont très difficiles à gérer de cet ordre-là. Et par expérience, alors sur les 3, donc ma mère, naturellement, ça s'est amélioré. Un des grands-pères, étonnamment aussi, au début c'était assez froid, étonnamment il s'est révélé être un grand-père normal en fait, et s'occuper de ses petits-enfants comme jamais il ne s'est occupé de ses enfants. Je ne sais pas si la distance, il se sentait moins... Enfin, pas impliqué, mais moins en responsabilité, de l'aider à se construire. Oui, mais par contre, il y a un des grands-parents, donc mon père, où là, effectivement, la relation elle s'est pas dégradée, mais elle s'est pas améliorée. Et malheureusement, à un moment, j'ai fait le choix de stopper les relations parce que effectivement ça restait trop toxique pour moi, et ça n'apportait rien, enfin je pense, à mes enfants. Maintenant, c'est pas forcément la bonne solution, et je ne sais. C'était la vôtre en tout cas. Si vous, ça vous faisait du mal, c'est donc. Mais vous montrez que vous vous êtes adapté. C'est-à-dire que finalement, quand on anticipe souvent le pire. Et finalement, une fois la situation, vous vous êtes adapté, et on voit que vous avez été surprise de réactions de certains, et pour d'autres, vous avez agi comme il vous semblait le plus juste pour vous et pour vos enfants. Alors, je vais vous lire quand même les réactions qui arrivent, Manon, pour vous. Il y a Natacha qui dit, elle a écouté le débat, elle dit, moi je trouve ça
très convaincant et je sens que il y a un bébé qui se prépare pour 2015 et que vous serez très heureux tous les trois. Natacha qui se transforme en voyante ce soir et Margaret qui dit vu les témoignages, j'ai vraiment l'impression que Manon va vous envoyer un faire-part de naissance dans 9 mois. Vous voyez, ça va très vite là. Dans 9 mois, c'est rapide, mais promis, il y aura un faire-part si je tombe enceinte. Parfois, ça peut aller très vite, n'est-ce pas, Amélie ? Oui. Ça peut, non, mais j'ai peut-être paru un peu pessimiste, mais je pense qu'il faut bien réfléchir à son non-désir, et qu'effectivement, on entend, enfin moi j'entends dans la voix de Manon, la peur de ce désir. Oui, J'ai l'impression que c'est ça qui vous fait peur. Et puis, juste déjà peut-être de continuer à travailler là-dessus avec votre conjoint, ça peut que renforcer votre amour à tous les deux, et le pas se passera, ou ne se passera pas d'ailleurs, mais assez naturellement. On verra, oui. Voilà, oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous toutes d'être intervenues. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un homme d'ailleurs sur cette question, parce qu'après tout, ça peut arriver aussi. On parlait de désir d'enfant dans un couple, quand l'un a un désir d'enfant, l'autre pas. Et peut-être un homme confronté à cette situation, qu'est-ce qu'il pourrait nous en dire ? D'ici 1 heure, vous pouvez témoigner, bien sûr, au 39 21. Et juste une dernière chose, c'est vrai que la peur, en fait, quand on a, j'ai l'impression quand c'est on Valérie ? a été, oui, c'est Valérie. Quand on a été mal, qu'on a été obligé de consulter, et ainsi de suite, pour remonter, souvent, moi je l'avais vécu comme ça, ça résonne quand Amélie parle de peur. On manque de confiance aussi au fond de soi quelque part. Et se lancer, pour procréer, élever un enfant, ça fait peur forcément. On va vous laisser réfléchir, réécouter l'émission tranquillement, Manon, en podcast, peut-être avec votre compagnon d'ailleurs, et puis on vous souhaite de toute façon plein de bonheur, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné. Et merci à vous, Caroline. Et bonsoir. Belle soirée à vous. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Un petit message encore qui arrive pour Manon d'Amélie qui dit finalement elle a beaucoup de chance, Manon, de pouvoir réfléchir, d'envisager d'avoir un enfant ou pas, parce qu'Amélie, il y a bientôt 34 ans, j'ai peur de ne jamais rencontrer l'homme qui voudra un enfant. Bonne émission à vous. Franchement, Amélie, à 34 ans, rien n'est perdu. Si vous désirez vraiment un enfant, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas un homme qui partage également ce projet-là. Bonsoir, Eliane. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, on va rester dans la relation mère-enfant, mais vous avez un fils qui est grand, qui a 39 ans, et vous faites beaucoup de soucis pour lui. Oui, j'ai beaucoup d'angoisse parce que ça fait 5 ans qu'il est au chômage et puis que rien ne se passe. Il n'habite pas. J'habite en région parisienne et lui il habite en Basse-Normandie. Je le vois très rarement, 2 fois par an, mais cette année c'était seulement 1 fois. Et il ne me parle pas de ce qu'il fait. J'essaie de l'aider dans ses recherches d'emploi, mais il veut aucun conseil, il veut rien. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans ? Il a perdu son emploi. Son emploi, c'est suite à une fermeture d'une branche de sa société. Et puis il a été licencié. Oui. Économiquement. Oui. Donc il pensait retrouver du travail facilement, mais en fin de compte ça s'est pas fait puisque il y a eu la crise évidemment. Oui. Mais ça continue. Au début, ils en parlaient les premiers temps. Un petit peu, pas beaucoup, parce que je vais vous dire, c'est un fils qui est un peu solitaire. Il vit tout seul, il échange pas beaucoup. Il veut faire lui-même, il veut se débrouiller lui-même. Et jusque-là, il se débrouillait bien. Jusque-là, il se débrouillait bien, oui. Oui, parce que par exemple, pour ses études, c'est lui qui a pris toutes les décisions, qui s'inscrivait, il n'y avait aucun problème. Il suivait bien son chemin, il a un bon diplôme, il a fait de bonnes études. Qu'est-ce qu'il a fait comme études ? Il est ingénieur, il a fait l'école nationale des arts et métiers. Ah oui, en effet, oui. Donc c'est une très bonne école, mais je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir. Et lui-même, vous pensez que justement, il n'imaginait pas que ça allait être aussi difficile ?
de retrouver un emploi? Oui, je pense qu'il pensait que ce serait pas si difficile, oui. Et vous vous inquiétez parce que finalement, sa situation ne bouge pas Non. J'essaie de l'aider, je lui dis, il faudrait que tu te renseignes là, mais bon, il me dit que c'est ce qu'il a à faire, que je lui fasse confiance, que ça viendra, mais ça fait 4 ans que j'entends ça quand même. Vous avez l'impression que finalement, ça l'irrite plus qu'autre chose quand vous voulez, oui, comme si, alors que vous, évidemment, c'est dans le désir de bien faire, de l'aider, mais que lui peut penser que c'est parce qu'il ne sait pas s'y prendre qu'il ne trouve pas. Oui, voilà, je pense. Parce qu'il dit qu'il sait ce qu'il a à faire, que j'ai pas de conseils à lui donner. Oui. Il veut se débrouiller tout seul. Parce que même, il avait des amis qui étaient à l'école, qui ont fait des études avec lui, et il a coupé les ponts avec eux parce qu'on lui donnait des conseils. Et donc, il a dit, je leur reparlerai le jour où j'aurai du travail. Donc, voilà. Oui, carrément. Carrément. Mais oui, parce qu'il n'aime pas quand on lui téléphone pour toujours lui parler. Est-ce que tu as trouvé du travail ? Il a l'impression, oui, que effectivement les conversations tournent toujours autour du même sujet. Comment ça va ? Et comme s'il n'avait plus rien à dire, Mais c'est une des conséquences terribles du chômage. C'est comme si, parce qu'on était au chômage, on n'avait plus de place, plus d'identité. Et on n'en parle pas beaucoup de ça. Il y a justement. Il y a une psychanalyste, Claude Almos, qui a écrit un ouvrage à ce sujet si vous voulez, comme elle est psychanalyste, elle est spécialiste de l'enfance. Elle a plus écrit sur la perte d'emploi, les difficultés financières qui brouillent la relation parent-enfant. Oui. Mais au-delà de ça, elle dit bien que finalement, le chômage reste un sujet tabou. Que personne n'en parle finalement. En tout cas, on en parle. Il y a les chiffres du chômage, il y a des sujets évidemment sur le chômage, mais que c'est pas seulement les finances qui en prennent un coup. C'est vraiment, ça fait souffrir. Psychiquement, physiquement, ça bouscule les couples, l'angoisse s'invite dans les foyers. Enfin, ça abîme finalement l'espoir, les rêves. Voyez. J'ai l'impression qu'il a un peu honte aussi, qu'il ne veut pas trop parler de ça. Oui, mais c'est ça qui est terrible. Et si vous voulez, dans son livre, je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler. Oui, j'ai entendu parler. Ça s'appelle Ainsi que les hommes vivent. Elle dit d'ailleurs, le bandeau sur le livre, c'est faire face à la crise et résister. Bon, je sais pas si c'est, peut-être que vous pouvez vous le procurer, l'offrir à votre fille, je ne sais pas parce que. Je sais pas. C'est pas. Oui. Non, c'est chez Fayard, c'est aux éditions Fayard. Mais oui, il y a la honte. Bien sûr, ce qui est malheureux, c'est que la personne finit par avoir honte d'elle-même. Oui. Comme si finalement elle était responsable, coupable même de sa situation. Alors que c'est encore une fois ce que dit cette psychanalyste-là, Claude Almos, qui dit que c'est pas la personne qui va mal, c'est le monde qui va mal. Oui. C'est le fait qu'on est dans une période où effectivement il n'y a pas du travail pour tout le monde. Non, malheureusement. Malheureusement. Donc, et ce qui est terrible, c'est qu'il y a les chômeurs se trouvent, oui, comme s'ils étaient privés d'identité, privés d'existence. Et malheureusement, il y a parfois des discours qui vont dans ce sens-là. Comme si les chômeurs étaient, en plus, finalement, un peu des parasites. Je mets évidemment avec des guillemets, mais enfin, ça sous-entend, ou des profiteurs du système, ou qui veulent pas travailler. Vous voyez, bon. Parce que moi, j'ai un ami et il me dit un peu ça. Il me dit que si mon fils ne trouve pas de travail, c'est parce qu'il ne veut pas travailler. Il profite du système. Oui, mais c'est scandaleux de dire ça. Donc, je ne peux pas discuter avec lui parce que, il me parle de mon fils comme ça. Donc, moi, je me renferme un petit peu. Donc, je suis angoissée toute seule. Je ne peux pas en parler. Qui vous dit ça ? Un ami. Ne vous renfermez pas et dites-lui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce discours ? Tu crois que les choses sont si simples ? Il faut lui dire. Mais je lui ai déjà dit plusieurs fois. Il faut lui dire qu'on est quand même dans un moment, dans une période où effectivement, malheureusement, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Mais voilà.
Et il comprend pas. Et puis bon, ben voilà, chaque fois c'est la même chose. Donc on se chamaille un petit peu, donc je n'en discute plus. Hein, oui. Non, vous avez raison, parce que bon, s'il reste comme ça aussi fermé, avec finalement des préjugés. Voilà, il est enfermé dans ses préjugés. C'est vrai que bon, à notre âge, à l'époque où on a commencé à travailler, bon, c'était plus facile. Mais ça n'a rien à voir. C'est ça, la période n'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même chose. Mais non. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'on quitte un emploi, on en trouve un autre. Bon, ben c'était bien. Tandis que là maintenant, c'est très compliqué. Alors justement, il y a Lilou. Vous voyez, on disait qu'on n'en parle pas beaucoup, et elle dit que ce matin, dans l'émission de Jean-Marc Morandini, il a été question du chômage et de la souffrance des personnes touchées par le chômage. Oui. J'ai pas écouté l'émission ce matin. Non, mais vous pouvez la réécouter en podcast. Je peux la réécouter, oui. Ou alors, si vous n'êtes pas une couche tôt, c'est rediffusé à 3h. Ah oui, des fois j'entends, oui, parce que des fois je me réveille la nuit. Oui, si vous êtes plus de la nuit que du matin, Jean-Marc Morandini, vous pouvez le réécouter à 3h. Oui. Et l'intégralité en podcast, de toute façon. De toute façon, oui, je passe des nuits quelquefois difficiles, j'écoute la radio, oui. Parce que des fois, je suis réveillée la nuit, angoissée comme ça. Oui, ça vous êtes. Qu'est-ce qui vous avez peur pour lui, vous... Ben, j'ai peur pour lui parce que je me dis, ça fait quand même 5 ans là, et qu'est-ce qu'il va devenir Parce que bon, tous les gens autour de moi me disent, bon ben de toute façon, maintenant il y a un trou dans son CV, il travaillera plus jamais. Donc ça m'angoisse encore plus. Je reçois un message de Bruno qui dit Bac plus 8 au RMI pendant 3 ans. L'enfer, dit Bruno, la dépression. Il dit surtout ce qui est important, c'est ne pas casser le lien. Évidemment, heureusement, vous n'en êtes pas du tout là. Maintenir le lien, votre fils a sa fierté, il ne faut pas l'abandonner. Bruno qui ajoute, qui dit je n'ai pas eu honte, mais on est victime d'un système qui abandonne. Faudrait peut-être qu'il se fasse aider. Parce qu'il y a ce risque, effectivement, bien sûr, de la dépression. Ah ben, je crois qu'il est un peu dépressif. En tout cas, je vous reçois un message d'Angie qui dit « doit être si découragé ». C'est ça, c'est très décourageant aussi. Décourageant et déprimant. Déprimant, oui. Quand vous dites, c'était plutôt un solitaire, votre fils. Oui, toujours. Même petit, il a toujours été solitaire. Et souvent, là, quand on est comme ça en recherche d'emploi, au contraire, c'est bien de se constituer un peu un réseau. C'est ce que dit Frésia, qui dit il pourrait peut-être recontacter les anciens élèves de l'école en poste pour avoir et se créer un réseau. Ce qui est difficile à faire, parce qu'effectivement, il y a ce sentiment de dévalorisation qui est très fort et qui est très pénible. Combien de fois je lui ai dit, essaie de refaire un réseau, reprends contact avec les personnes, les gars de l'art, parce que c'était son école, mais il veut pas. Je lui dis, contacte le maire, demande un conseiller à la PEC et tout ça, mais il veut pas. Il se dit, je me débrouille tout seul. Alors, vous pourriez peut-être, plutôt que de lui donner des conseils précis, comme vous avez mis le haut-parleur ou pas? Non, parce qu'il y a de l'écho par moments terrible. Peut-être lui demander. Comment est-ce que je pourrais t'aider? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Est-ce que vous lui dites que vous vous faites du souci finalement? Ah oui, quelquefois je lui dis que je fais des crises d'angoisse et au départ ça lui plaisait pas trop. Non, alors effectivement, et ça se comprend parce que si déjà lui-même doit être anxieux, peut-être un peu déprimé, si en plus vous lui dites que du fait de tout ça vous faites des crises d'angoisse, il peut se dire il peut pas en plus porter votre angoisse. C'est pas la même chose de dire voyez à ce moment-là il faut peut-être de votre côté en parler, faire ce qu'il faut pour ne pas être trop submergé par l'angoisse, parce qu'effectivement on peut plus aider dans ces cas-là vraiment. Si vous voyez, c'est contagieux l'angoisse. Oui, c'est ce que j'essaie de faire maintenant, de parler, de plus dire ça, que parler plus librement, mais d'autres choses, parce que je me dis c'est moi qui vais l'angoisser plutôt que c'est pas bien ce que je faisais. Alors il y a Jacques qui m'envoie un message qui me dit en tant que coach de retour à l'emploi, je pressens un problème de sens face à la valeur intrinsèque du travail.
pour moi, c'est un peu hermétique, Jacques, mais appelez-nous au 3921, puisque vous êtes, vous me dites coach de retour à l'emploi. Ça peut être intéressant de voir comment, finalement, comment vous aborderiez le problème. Qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui peut, justement, soutenir quelqu'un qui se sent dans cette situation et qui est déjà dévalorisé? Parce que il y a la perte de revenus, il y a la perte de lien. D'ailleurs, c'est très symbolique quand il dit à ses amis, je vous rappellerai quand j'aurai un emploi. Alors que c'est maintenant qu'il a besoin d'être soutenu. Mais c'est comme si sans emploi, peut-être parce qu'il aime aussi beaucoup son travail, enfin il a fait des études importantes, il a fait donc l'école des arts et métiers, il est ingénieur, il s'est spécialisé... Ben là, il travaillait dans les semi-conducteurs. Dans les semi-conducteurs? Oui. D'accord. Moi, je sais pas trop ce que c'est un peu d'électronique, c'est genre des cartes à puce, des choses comme ça. D'accord. Bon. Il y a Margaret qui me dit dans la si belle chanson de Bernard Lavilliers, Les mains d'or, c'est tellement bien expliqué cette situation. Quelqu'un me dit perdre un travail que l'on aime, c'est comme prendre un coup de couteau. Quand les gens ne nous parlent que de ça, ça remue le couteau dans la plaie. Voilà, oui. Mam dit je vous comprends parce que mon fils a été 6 ans sans travail. Aujourd'hui, il a retrouvé un super travail dans lequel il se plaît beaucoup. Nous l'avons toujours soutenu. Essayer de le soutenir toujours de façon positive. Oui, voilà, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, oui. Et vous, comment vous pouvez en parler à qui? Parce que vous me parlez de cet ami qui est pas d'un grand soutien. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le soutenir? Est-ce que vous avez d'autres enfants, son père? Il a un frère aussi, mais son frère ne veut pas en entendre parler. Il a dit s'il trouve pas de travail, c'est de sa faute. Moi, à sa place, je resterai pas comme ça. Bon, c'est pas un soutien. Ah non, pas du tout, oui. Non. Pourquoi il réagit comme ça, dites-moi? Je sais pas, parce que... Il y a de la rivalité entre eux? Oui, je pense qu'il y a de la rivalité. Oui, certainement, pour réagir de cette façon-là. Alors, Yvan dit le travail dépend aussi de la zone économique. Il y a des régions qui sont très sinistrées. Est-ce que effectivement, lui, il est attaché spécifiquement à... Non, pas du tout, pas du tout. Il peut bouger, lui, hein. Il me dit que quand il fait des recherches d'emploi, il peut aller partout. Hein. Il s'est déplacé quelquefois sur la région parisienne pour trouver quelque chose. Non, il bouge. D'accord, oui, il n'est pas enfermé à l'idée de rester, d'accord. Non, comme il vit tout seul, il est en location, il peut partir quand il veut. Hein. Il y a Jane qui me dit il pourrait déposer des CV spontanés au RH des différentes sociétés de Suisse romande sur Internet. Jane dit son diplôme est bien coté en Suisse romande. En Suisse romande? Oui. Ah oui. Oui. Appelez-nous au 3921 aussi, comme ça vous pourrez un peu développer, je pense à Jacques, là, qui est coach. Aurélie dit, moi aussi je suis au chômage depuis longtemps, je vais me reconvertir grâce à une association du droit des femmes. Et ça me fait beaucoup de bien. Ah oui, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir... Vous allez le voir, là, pour les fêtes? Non, il m'a dit qu'il viendrait pas. Et pourquoi? Non, je sais pas. C'est comme ça. Depuis que son père est parti, il y a plus de 20 ans là, et donc depuis ce temps-là, il aime plus les fêtes. Il veut plus faire Noël, il veut plus. Oui, donc ça c'était même avant sa période de chômage. Oui, c'était bien avant sa période de chômage, donc ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, il était comme ça. Bon, j'ai accepté. C'est comme ça. Mm-hmm. Et le problème, si c'est quelqu'un d'un peu solitaire, après tout, ça pouvait très bien lui convenir tant qu'il avait un emploi et qu'il le maintenait, qu'il crée un lien de socialisation. Là, il n'a plus ce travail. Non. Donc solitaire, vous voyez, il doit être trop isolé là. Il faudrait qu'il trouve des soutiens. C'est peut-être de ça dont il faudrait parler avec lui. Oui, vous pouvez pas parfois aller le voir? Il vient pas vous voir? Non, c'est très rare. Je vous dis, cette année, il est venu une fois. Et comment il était quand vous l'avez vu? Oh, il était bien. Bien. Mais moi, je trouve que physiquement, il se laisse un petit peu aller. Oui, mais... Parce qu'il a pris un petit peu de bedaine. Je lui dis. Mais... Oui, mais forcément, parce que l'inactivité, à un moment, amène à prendre moins soin de soi. Le fait s'il vit seul, si on lui renvoie pas, enfin, tout ça est assez déprimant. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir résister. Et on résiste mieux quand même quand on est entouré, quand on est soutenu. Voilà. Parce que c'est... Et c'est votre témoignage, je trouve, est très important parce qu'on entend peu finalement. On entend peu déjà, je trouve, les chômeurs. Oui.
On oui, les oui, entend je crois pas que dans c'est les. la première fois dans votre émission parce que j'ai jamais entendu. J'écoute toujours les Mais émissions. oui, mais c'est souvent ce que je dis en privé. Je dis finalement, il y a encore tout un pan comme ça de la de la société qu'on n'arrive pas à toucher. C'est finalement les gens qui perdent un emploi. Parfois, un peu à travers les témoignages de conjoints. On arrive à entendre ce que ça crée, les conséquences que ça engendre, mais finalement, on voit bien à quel point il y a ce poids qui pèse sur les épaules des gens qui sont au chômage, ce sentiment de honte, de culpabilité, c'est qu'ils prennent peu la parole. On les entend peu. Non, on les entend pas. Non. Regardez, tout le monde manifeste, on n'entend pas. Vous voyez des manifestations de chômeurs ? Non. Non, on les entend pas. On les Ils entend sont pas, non, c'est vrai. Et on va peut-être. Attendez, je crois que Fifi me dit justement parler de la Lavilliers. Villiers. Vous êtes loin. Avant le journal, justement, on écoute un peu de la Villiers et on vous reprend après, ne vous inquiétez pas. Poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21, toutes vos réactions également qui me parviennent par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Nous sommes avec Eliane. Eliane, donc vous avez un fils qui a 39 ans, qui est au chômage depuis 5 ans et finalement vous faites beaucoup de soucis pour lui. Il est assez solitaire, il vit en Normandie, il a couper un peu les contacts avec ses anciens amis et vous ne savez pas vraiment très bien au fond ce qu'il vit, si ce n'est qu'il est un petit peu replié. Alors c'est le problème, c'est quelqu'un effectivement m'envoie un SMS pour me dire je suis au chômage depuis quelques mois et effectivement je me sens perdue et sans valeur, je perds peu à peu plaisir à vivre, j'aime et j'ai besoin de travailler. Et là je crois qu'il faut vraiment se faire aider, vraiment. Je crois que là, un soutien est vraiment indispensable parce que si on commence à perdre confiance en soi, à se dévaloriser, ça va être très compliqué de pouvoir continuer à être dans cette démarche, d'envoyer des CV, d'aller, quand on a la possibilité d'en avoir, à des entretiens de recrutement ou dans les entretiens de recrutement. Il faut savoir se vendre et pour savoir se vendre, il faut quand même avoir une certaine conscience de sa valeur et on n'y arrive pas si on n'est pas bien et si on est très déprimé. Donc c'est un tout et peut-être que votre fils aurait besoin de ça aussi, d'être soutenu un petit peu. Enfin, vous voyez, peut-être de se faire aider, d'avoir quand même un soutien. Parce que vous, le problème, c'est quand on donne des conseils pratiques, même si effectivement vous voulez bien faire, le risque c'est que il va avoir 40 ans, enfin je veux dire, il se sent infantilisé. Oui, oui. Vous voyez ? Alors déjà, si il a une mauvaise image de lui, si en plus il a l'impression qu'on le traite un peu comme un enfant qui sait pas comment faire, c'est un peu pénible. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça que de toute façon, je disais par rapport à votre situation à vous, où ça vous angoisse au point d'avoir des crises d'angoisse, franchement, ça serait important aussi peut-être que vous fassiez un peu aider par rapport à ça. Oui, bien sûr, j'y ai pensé, oui. Vous voyez, parce que là aussi, ça peut être un peu contagieux. Alors, il y a Violaine, je disais, effectivement, j'ai peu de gens qui m'appellent parce qu'ils se retrouvent au chômage. Elle dit, oui, ils appellent pas parce que souvent, ils ont honte, ils culpabilisent, ils ont l'impression d'être assistés et puis ils n'ont peut-être pas les moyens d'appeler. Alors là, c'est grave. Alors, effectivement, vous faites le 39-21, mais après, c'est nous qui vous rappelons et c'est Europe 1 qui prend en charge la communication. Oui. Alors, il y a Daniel qui me dit, il y a l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Pour l'écoute, la confiance, l'empathie et les réseaux, nous accompagnons sur le chemin de retour à l'emploi. Bonne chance à vous et à votre fils, dit Daniel. Merci beaucoup pour cette information. Merci, oui. Donc, Solidarité Nouvelle face au chômage. Solidarité Nouvelle, c'est au pluriel. Voilà.
Certaines personnes aussi parlaient de est-ce qu'il a songé à l'étranger ou parfois, il y a plus de débouchés. Ben, je lui ai parlé une fois du Canada et il m'a dit que non, il voulait pas aller. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il n'a pas envie d'aller au Canada, mais il y a peut-être d'autres lieux. Mais je sais pas du tout. Ben oui, parce que finalement, vous savez pas trop de quoi parler. Avec lui aussi. Avec c'est lui, ça. non, Il est très. Vous le décrivez comme quelqu'un de très replié, qui déjà était assez solitaire. Assez solitaire, oui, c'est sûr. Et dans la famille, il n'y a pas quelqu'un dont il est proche aussi ? Non plus. Non plus. Bon. Non. Bon, ce qui n'arrange rien, je trouve, parce que c'est vrai que là, le repli sur soi est pas l'idéal, parce que, si vous voulez, c'est ce que dit. Vous pouvez peut-être déjà quand même trouver des pistes, je pense un peu dans le livre de Claude Almos, C'est ainsi que les hommes vivent. Donc c'est chez Fayard, où elle aborde surtout parce que je vous dis la répercussion qu'a le chômage sur la relation parent-enfant, mais elle parle quand même aussi de ce que c'est finalement que d'être au chômage et à quel point ça crée des ravages dans les familles, et où il est important, elle le dit. Elle dit qu'en temps de crise, comme en temps de guerre, il faut résister parce que ça permet de ne pas seulement subir et finalement de garder de soi une image qui aide à ne pas sombrer. Donc elle dit véritablement il y a un combat à mener. Et c'est là où effectivement on le mène mieux si on est entouré, si on ne s'isole pas. Oui, je comprends, oui. Eddie me dit, je suis au chômage depuis 2 ans, je n'existe pas, je ne me sens pas exister. Lilia dit, les dégâts d'ordre psychologique engendrés par le chômage sont immenses. Mon gendre, au chômage pendant 3 ans, était devenu triste, anxieux, et cela commençait à mettre son couple en danger, ainsi que ça se répercutait sur le comportement de leur petit garçon. Et puis j'ai pas la suite, Lilia. Parce que visiblement à force il y a quelque chose qui a pu se dégager, mais appelez-moi plutôt 3921 parce que vos SMS sont limités à 160 caractères. Voilà, je peux difficilement vous dire plus. Il y a l'association de Daniel, Solidarité Nouvelle face au chômage. Réécoutez quand même l'émission de Jean-Marc Morandini qui est rediffusée à partir de 2h30. Vous voyez, vous gagnez une demi-heure dans la nuit. 2h30 du matin. Et sinon, bien évidemment, vous pouvez l'écouter en podcast. C'est une émission, justement, ce matin qui était... Alors, elle est longue, l'émission de Jean-Marc, c'est sur 3 heures, mais il y a une partie qui est consacrée au chômage et aux répercussions psychologiques et sociales du chômage. Donc là, j'espère aussi que vous allez forcément trouver des pistes de réflexion. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs en parler à votre fils aussi, en disant, tiens, pas simplement l'appeler pour ça évidemment, mais dire j'ai écouté sur Europe 1 une émission. Voilà, il pourra c'est intéressant qu'il peut l'écouter lui-même. Jeter une oreille, se rendre compte qu'effectivement c'est quand même mieux de pas trop se replier. À ce moment-là, peut-être d'aller parler. Évidemment, si ça vient de vous, ça risque d'être difficile parce que c'est vrai que c'est pas les chômeurs qui vont mal, c'est le fait d'être dans cette situation. Oui, tout à fait. Parce que sa grand-mère, elle l'appelle quelquefois, et puis bien sûr, elle lui pose la question, elle a trouvé du travail et tout ça. Alors donc, quelquefois, il dit, j'aime pas ça quand grand-mère m'appelle, parce que toujours, elle me demande si j'ai trouvé du travail. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a l'impression du coup qu'il n'a rien à dire et puis il fait toujours la même réponse, non. Et donc il est dans l'évitement. Il évite finalement. Voilà, c'est pas c'est qu'il évite de se retrouver confronté à ce problème. Il y a Georges qui me dit que normalement dans ces grandes écoles ils ont un parrain, un ancien aussi sur lesquels il pourrait s'appuyer. Il avait un parrain, oui. Et oui, il faudrait qu'il ressollicite un peu tous ces gens-là, mais c'est compliqué parce qu'on a l'impression de faire l'aumône alors que c'est pas ça. Mais voilà. Il faut du réseau. Oui, je pense qu'il a un peu de fierté et puis il dit bon, justement comme j'ai pas de travail, je vais aller les solliciter, donc je crois que ça lui plaît pas de faire ça. Oui, mais eux ont des réseaux pour le mettre en relation avec des personnes. C'est vrai qu'il faudrait que je lui glisse ça un jour dans une conversation comme ça. Dire et le parrain que tu avais dans ton école, que ça soit pas, ça serait plus facile effectivement si vous le voyiez que si vous l'aviez au téléphone tout le temps. C'est ça.
On peut parler plus facilement, oui, parce qu'au téléphone, c'est un peu compliqué. Puis si j'insiste un peu trop, j'ai peur qu'il me raccroche au nez. Oui, il ne faut pas que vous ne lui parliez que de ça. Mais vous pouvez lui dire quand même aussi, lui dire que vous vous faites un peu de soucis pour lui, parce que c'est pas facile déjà quand on est au chômage, on est isolé, et qu'il soit déjà, vous savez que c'est quelqu'un d'un peu solitaire, donc peut-être qu'il est aussi un peu seul et que ça ne facilite pas les choses. C'est pas la même chose de lui dire que vous faites du souci pour lui que de dire j'ai des crises d'angoisse. Oui, c'est sûr. Vous voyez, ça diminue un peu l'intensité. Mais il pense que lui, quand même, qu'il peut se débrouiller tout seul, qu'il n'a pas besoin d'aide. Oui, mais enfin, visiblement, depuis 5 ans, ça fonctionne pas. Donc, non, visiblement, il y a tout seul, non. C'est quand même beaucoup plus compliqué tout seul. Hein. C'est beaucoup plus compliqué, mais j'en parlais l'autre jour. Justement, il y avait eu un article sur l'internaute ou quelque chose comme ça, où il parlait justement des réseaux et puis faire appel à son maire aussi. Je lui avais envoyé l'article comme ça pour lui dire, tiens, j'ai vu cet article-là, il a l'air intéressant. Donc il l'a lu, mais il m'a dit qu'après, les maires, c'était pas eux qui donnaient des emplois aux gens. Donc, bon. Alors on a Malika qui a appelé le 3921. Elle a son fils de 27 ans qui est dans la même situation, au chômage depuis 3 ans. Il s'est beaucoup replié sur lui-même, dit Malika. J'essaie de l'aider, mais il n'y a pas moyen. Malika a essayé de voir l'assistante sociale, mais il est majeur, donc on dit que c'est à son fils d'y aller. Et comme vous, elle est un peu démoralisée parce qu'elle ne sait plus trop quoi faire. On peut rien faire, nous. Écoutez, peut-être lisez le livre de Claude Almos, écoutez l'émission de Jean-Marc Morandini, peut-être qu'il y a des choses un peu qui vont, je l'espère, vous aider. Et qu'on abordera à nouveau ce thème et que des personnes confrontés à cette situation nous appelleront, ou peut-être aussi des familles, des membres de la famille, des parents, des amis qui ont pu comme ça aider un ami à retrouver du boulot. Qu'est-ce qui a été constructif? Vous avez été au chômage, vous avez retrouvé un emploi. Qu'est-ce qui vous a aidé finalement dans cette période-là? Les paroles, des actions, ça serait intéressant de nous le dire. 39-21. Bon courage en tout cas, Eliane. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, Caroline. Au revoir. Alors justement, à propos de chansons, je reçois un mail de Catherine, puisqu'on a parlé de la chanson de Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or. Elle dit, il y a une chanson aussi très belle sur le chômage, c'est celle de Renaud. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu? Elle dit, cette chanson est poignante, vraiment, écoutez-la. Béa envoie un petit message pour Eliane en disant, et pourquoi pas essayer vous de recontacter ses amis, de faire en sorte finalement comme si le recontacter, le rencontrer comme par hasard, d'essayer d'organiser quelque chose finalement via ses amis. Jessie me dit, bon, on ne trouve pas de travail par Pôle emploi, d'accord, mais ils font des ateliers qui permettent de rencontrer des gens et en tout cas de laisser un peu ces problèmes à la porte. Elle dit aussi que il faudrait faire des stages pour se remettre à niveau, car parfois en 5 ans un diplôme peut perdre de sa valeur, si ce n'est que là c'est quand même une grande école. Hein. Voilà, et Jessie qui dit non, il a pas moins de 26 ans, il a 39 ans. Alors, qu'est-ce qu'on marquait une pause? Non, alors on continue. Caroline Dublanche. Encore des réactions qui me parviennent pour vous, Eliane, donc qui vous inquiétez pour votre fils qui a 39 ans, qui est ingénieur, diplômé de l'École des Arts et Métiers, mais depuis 5 ans, il ne trouve pas de boulot. Florence me dit, je comprends la réaction de ce jeune homme. J'ai la même réaction quand j'ai un problème d'argent. Je dis aux gens que je les rappellerai. Je vis seule. Il se ressent peut-être aussi abandonné par son père, ça peut contribuer à son isolement. Peut-être que aussi le père pourrait l'aider, ne serait-ce qu'en lui témoignant son affection, essayer de se rapprocher un peu de lui. Ça pourrait l'aider à reprendre confiance en lui. Florence qui vous souhaite plein de bonnes choses, ainsi qu'à votre fils et qui ne souhaite pas passer à l'antenne. Il y a également quelqu'un me dit, après 10 ans dans un travail à responsabilité, je me suis retrouvée au chômage. J'ai pris le boulot que la NPE me proposait, même si c'était pas dans mon domaine. L'essentiel pour moi, c'était de bosser et de surtout pas rester sans rien faire. Il y a Yvan qui dit que le Secours catholique, tiens, je découvre ça, aide et soutient à la recherche d'emploi des chômeurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour vos messages. On va maintenant complètement changer de sujet et accueillir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. 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 Et d'ailleurs, j'aurais en préambule
dire une chose, c'est que j'ai été aussi, moi, chômeur, comme c'était un petit peu le sujet de la soirée. Oui. Et je veux dire que j'ai participé à comment dire, à un stage de comédie, enfin de théâtre, qui m'a été vachement bénéfique pour reprendre confiance en moi. Et je pense que ça existe encore en France. Donc, si jamais il y a Ah oui. des chômeurs qui sont, je veux dire, ben voilà, en contact avec ces associations-là, ça serait très intéressant pour eux de participer à ces Oui. stages-là parce que ça permet de s'exprimer Oui. et puis de se donner de nouvelles chances. En fait. Oui, de l'assurance, justement, ça Voilà. doit beaucoup aider Voilà. dans les entretiens de recrutement, dans la fin. Mais et ça vous avez été proposé par une association? Oui, mais en partenariat avec la NPE qui était Pôle D'accord, oui. emploi avant, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Et et en plus, ça permet de faire des connaissances, voilà, de se créer De rompre un l'isolement, cercle de se d'amis. créer un réseau et de retrouver, oui, Voilà. déjà Et de puis, s'exposer, oui. et donc, et de s'entraider, quoi, surtout. Et d'être visible à nouveau, hein, c'est pas anodin Oui, de tout à monter fait. sur scène, de là où les Et puis de chômeurs créer souvent sont. un vrai spectacle qui a Oui. été, Ah oui. qui ici à Brest a été vu par quand même 250 personnes, quoi. Oui, oui, ce qui n'est pas rien. Oui, c'était donc, pas seulement comme ça de l'impro ou des. Oui, voilà, Il y a eu un projet abouti. Vous avez donné un spectacle. Oui, on a donné un spectacle. Oui. Et vous savez si ça continue cette. Oui, alors c'était la NPE, maintenant c'est Pôle Emploi et c'est un peu l'usine à gaz. Oui. C'est quelque chose qui s'appelle les chaumédiens. Je ne sais pas si ça se passe depuis. Je sais pas. Ouais. Mais je pense que ça doit se passer, mais peut-être sous une autre appellation. Et je pense que En tout cas, c'est une superbe chance idée, je trouve. incroyable de donner aux demandeurs d'emploi une façon de s'exprimer, quoi. Et en plus, ça permet d'ouvrir pas mal de perspectives, quoi, parce que c'est vrai que de créer une pièce, eh ben, ça permet à certaines personnes qui étaient je veux dire un petit peu timides, eh ben voilà, d'avoir beaucoup plus d'assurance devant les employeurs, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Oui, ça serait, si ça n'existe plus, ça serait vraiment une idée, quelque chose à remettre en place. Ouais. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Mais merci, parce que c'est important. Alors effectivement, au départ, vous n'appeliez pas du tout pour cela. Vous appelez parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, et ça rejoint un peu la confiance en soi, hein, au fond, quand même, parce que. Oui. Enfin, en fait, Caroline, je peux vous dire une chose, c'est que c'est la deuxième fois que je vous contacte, et c'est la deuxième fois que je vous parle. Mais bon, la première fois, c'était pour un sujet très différent. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'ai pas tellement de chance au jeu, mais j'ai du chance en relation, on va dire. Vous avez on le dit, vous avez de la chance en amour, alors. Donc là, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Alors voilà. Bon, je suis veuf depuis 2007. Ma femme est décédée d'un cancer du poumon. Alors qu'elle ne fumait pas, donc vous voyez, c'est pas toujours lié. Malheureusement, oui, non, bien sûr. Voilà, et puis j'ai connu, j'en connais que j'ai connu quelques femmes depuis. Et puis là, depuis la fin septembre, en fait, je sors d'une rupture, donc un petit peu violente, on va dire, enfin violente. Surprise, on va dire, avec une personne que je connaissais depuis 3 ans, et puis et là j'ai rencontré quelqu'un, effectivement. Donc c'est vrai, je veux dire, c'est pas une raison de vous appeler parce que c'est l'espoir, quoi, plutôt. Mais je vous appelle surtout pour justement pour vous témoigner de l'espoir qu'il y a, quoi. Moi, j'ai 55 ans. J'ai vécu ce que j'ai vécu, mais c'est surtout pour
pour dire à vos auditeurs, certains qui doutent un petit peu, que l'amour, il est au coin de la rue, quoi. Voilà. Et alors, comment vous l'avez rencontré finalement, puisque au coin de la rue, c'est dans quelles circonstances s'est faite cette rencontre? Cette rencontre, elle est un petit peu spéciale, c'est vrai. Je veux dire qu'elle est un petit peu, elle peut peut-être pas arriver à tout le monde, c'est vrai. En fait, c'est une personne que je connaissais depuis une trentaine d'années, mais dont j'avais perdu de vue. Et puis, je me rendais dans un vide-grenier, et puis j'avais un peu soif, donc voilà. Alors j'ai vu un petit bar, je me suis arrêté, et donc voilà, j'ai pris un Schweppes, et puis là, j'ai vu une personne qui me semblait connaître, que je semblais connaître. Quoi. Vous l'aviez déjà vu quelque part, vous êtes dit. Ouais, j'avais déjà vu quelque part, mais vous saviez plus où. Ça, parce qu'en fait, son prénom m'est revenu tout de suite. Ah oui. Ouais, tout de suite. Enfin, maintenant, j'avais pas, je n'étais pas à 100% assuré que ce soit ça, mais 90 quoi. Alors j'attendais un moment pour que je sois à 100%. Et à ce moment-là, le patron du bar l'a appelé par son prénom, et c'est le prénom que j'avais en tête. Et donc, et là, je suis allé la voir. Et puis voilà, je suis présenté comme ça, voilà. Elle vous a reconnu, elle, immédiatement. Ouais, enfin, elle a fait le lien. Oui. Enfin, moi, elle m'a reconnu. Elle me disait ça, oui, ça lui disait quelque chose, mais vous étiez pas vu depuis combien d'années? 35 ans. 35 ans, ah oui, en effet, on change en 35 ans. Ouais, mais moi, je l'ai reconnu tout de suite, quoi. Et donc, mais il s'était rien passé entre vous il y a 35 ans? Non, rien du tout. Non, à cette époque-là, on avait juste, on avait pris un verre, on avait discuté. Déjà. Voilà. Mais ça n'avait pas été plus loin. Non, pas plus loin. Et là, par hasard, donc vous allez à un vide-grenier, vous rentrez dans un petit café, vous tombez sur cette femme, 35 ans plus tard. Voilà. En plus, c'était une semaine après que j'ai eu une rupture avec... Oui, une rupture qui vous avait un peu laissé sur le carreau, apparemment. Ça avait été violent pour vous. Ouais, ça avait été assez violent parce que, en fait, c'est une personne chez laquelle je m'étais installé. Et donc, il y a un clash, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, du coup, on va demander de dégager, quoi. Bon, voilà, Et une semaine plus tard, vous rencontrez cette femme? Oui, ouais. Et au départ, et alors, là, ça a été un coup de foudre ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, oui, il y a eu quelque chose s'est passé à ce moment-là, quoi. Mais bon, mais comme ça faisait qu'une semaine que j'étais séparé de l'autre personne, je me suis dit, moi, non, ça serait pas correct, quoi. Je veux dire, non, quand même pas, quoi. Voilà, non, enfin bon, non. Je me suis dit. Vous aviez des scrupules? Moi, j'ai scrupules. Enfin, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, non, ça serait pas bien, quoi. Vraiment, ça serait pas correct du tout. Donc, j'ai laissé tomber. Et puis. Oui, mais enfin, vous avez bien échangé des téléphones, parce que là, vous vous rencontrez dans un café, vous vous êtes dit, on se revoit quand même, sinon rien n'aurait démarré. Ah non, mais là, de toute façon, rien ne pouvait démarrer. Mais comment vous êtes ensemble aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelque chose? Oui, bien sûr qu'il s'est passé quelque chose. Mais en fait, à ce moment-là, bon, je l'ai rencontré là. Bon, c'était vraiment par hasard. Bon, et mais comme je viens de vous dire. Alors, vous voulez donner de l'espoir, vous? J'avais estimé que c'était pas correct d'entretenir, ne serait-ce qu'une espèce de relation avec une personne, surtout que ça faisait que, une semaine, 10 jours que Bon, vous sentiez pas prêt, en tout cas, à ce moment-là. Non, vous vous êtes revus? Non, je ne trouvais pas ça correct. Donc, mais le problème, c'est que quelques jours après, j'ai appris, par l'intermédiaire justement de mon ex, que cet ex-là avait quelqu'un. Quoi. Et quelqu'un qui habitait déjà chez elle. Quoi. Alors là,
tous je vos me suis scrupules dit- se sont envolés, vous êtes dit, allez, je peux me lancer. Et là, je me suis dit, bah non, moi qui avais une certaine moralité, je vois qu'en face, il n'y en a pas, quoi. J'ai dit, bon, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter, quoi. Franchement. Alors vous avez repris, parce que pour qu'on avance un peu, puisque vous voulez, on va pas trop rentrer dans les détails là, se perdre. Si vous voulez bien dans les détails, l'heure tourne. Ouais. Vous vouliez Donc, en donner fait, de l'espoir. en Vous fait, dites l'amour je est me suis dit- au coin de la je me rue, suis dit donc que je devais tout faire pour recroiser cette dame-là. Donc je suis retourné à l'endroit et dans puis ce je l'ai café, re-rencontré. vous l'avez re-rencontré et là Voilà. vous êtes lancé, vous êtes déclaré. Ouais, voilà. Eh ben, ça rassure Cathy qui dit quoi, au bout de tant d'années, je rappelle c'est 35 ans, on est encore reconnaissable. Ça me rassure, dit Cathy. Bon. Oui, mais bien sûr, parce que en fait, c'est une femme qui me plaisait déjà à l'époque. Et Oui, mais enfin, elle aurait pu vous plaire, et puis malheureusement, parfois, bon, le temps, oui, bien sûr, voilà, bien sûr, bien c'est sûr. compliqué. Et Mais puis c'est là, merveilleux. 35 ans plus tard, elle vous a plu, et là, vous n'avez pas laissé passer votre chance. Finalement, c'est une chance. C'est une chance que l'autre vous ait quitté, puisque finalement, ça laisse la place à cette histoire d'amour actuellement. Voilà. Bon. Donc, en fait, la moralité, c'est que faut jamais se décourager, et surtout, un message positif, c'est se dire que l'amour, il est au coin de la rue, quoi. Mais au coin de n'importe quelle rue. Allez, c'est bien, ça nous laisse de l'espoir. Merci beaucoup, Philippe, et plein de bonheur alors à vous deux. Et je pense que ça va. Enfin, je pense on l'espère que ça va arriver, je pense effectivement. que ça va servir pas mal de gens parce que oui, il on faut l'espère. toujours avoir de l'espoir. Merci. C'est merci important, Philippe, ça. on a bien compris le sens de votre message. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Caroline. Allô? Oui, je suis là, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Bon. Et vous? Eh ben oui, je vous entends parfaitement. Voilà. Oui, j'ai appelé tout à l'heure pour exprimer mon mal-être quelque part, parce que je suis un vieux monsieur de 72 ans qui adore les femmes, et elles me le rendent bien. Mais celle que j'aime le plus, elle n'arrive pas à me croire, et c'est ça qui me dérange un peu. Elle n'arrive pas à croire quoi que vous... Non, à me comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre qu'en fait elle vous plaît beaucoup, elle ne veut pas vous croire? Mais oui. Il y en a une qui vous plaît, c'est celle-là que vous voulez et qui vous intéresse, et elle ne veut pas de vous. Ben, c'est pas qu'elle veut pas de moi. Elle veut bien de moi. Qu'est-ce qui se passe alors? À un certain moment, et puis après, elle se fâche avec moi pour un prétexte futile, et puis on reste pendant une semaine, 15 jours, sans se voir, sans s'échanger de SMS, alors que lorsqu'on est dans des bonnes périodes, on s'envoie des SMS gentils, on se voit, on va manger au restaurant. Oh, donc vous avez déjà une certaine intimité ensemble? Ah oui. Et puis à chaque fois qu'elle revient, si je puis dire comme ça, je sens qu'elle a une certaine confiance en moi, parce que elle me charge de lui faire des petites courses, disons intimes. C'est-à-dire là, avant-hier, après 3 semaines d'absence totale, oui. Elle me dit « Comment vas-tu ?» Eh ben, je lui dis « Ça va bien, et toi ?» Elle me dit « Je suis un peu fatiguée, mais bon, on pourrait se voir, d'accord ?» Elle me dit « on va se retrouver à tel endroit, mais si tu passes devant une pharmacie, tu m'achètes des comment on appelle ça, des tubes là pour
quand les femmes ont des règles. Donc ça, c'est quand même très intime. Hein. Des tampons. Les tampons, voilà. Parce qu'elle elle est jeune, cette femme, alors. Ah bah oui, elle est plus jeune que moi. Elle a quel âge? Elle va faire 47 ans, là. Ah, bah oui, vous êtes avec une jeunesse, là. Oui, effectivement. Oui. Et elle vous demande d'aller acheter ses tampons. Voilà, elle me demande, tu passes devant une pharmacie et tu m'achètes mes tampons. Bon. Voilà. Donc, ça m'a surpris dans un sens, parce que c'est quand même vous êtes très intime, oui. Très, très intime. Oui. Hein? Ou alors il faut vraiment être dans un couple, j'ai envie de dire presque un vieux couple, vous voyez, où il y a déjà, il n'y a pas cette pudeur qu'on peut avoir dans les débuts. Mais là, c'est là où du coup j'avais pas bien compris, c'est-à-dire que vous avez une relation intime pour le coup avec cette femme. Vous avez une relation intime. Oui. D'accord. On a une relation intime. D'accord, bon alors je comprends mieux effectivement, ou alors vous pourriez avoir une relation tellement amicale, vous voyez, on peut demander qu'il n'y a plus de cette notion de pudeur qu'on peut avoir par rapport à des choses très intimes. Mais vous êtes d'accord, vous avez une relation amoureuse avec elle. Oui, alors c'est ce que, moi je l'appelle mon amie amoureuse, parce que on a une relation d'amitié, mais parfois cette relation se change en relation amoureuse, voilà. Hein. Et sous un prétexte futile, elle se fâche avec moi, voilà. C'est tout. Alors c'est-à-dire que j'allais vous demander justement quels sont les motifs de fâcherie entre vous. Ce que vous estimez futile ne l'est peut-être pas pour elle, je ne sais pas, peut-être, vous voyez, parfois. Ou c'est vraiment des prétextes. Oui, c'est un prétexte, parce que j'ai une petite... quand je suis amoureux d'une femme, je suis pas possessif, mais seulement, il suffit que je lui dise une petite chose qui l'agace. Oui. Cette petite chose agaçante devient le prétexte à une ébullition, à un scandale. Hein, voilà. Alors, bon, moi j'ai beaucoup d'amis, d'amis femmes autour de moi. Je suis un vieux monsieur. Oui, mais séducteur. Vous aimez séduire. Vous assistez sur le côté vieux monsieur, mais finalement ça vous empêche pas de séduire. Et là, vous avez une relation avec une femme qui est jeune, qui a 47 ans. Oui. Bon. Oui. Oh, c'est plutôt flatteur, c'est agréable ça pour vous, j'imagine. Ah ben oui, ça me fait plaisir. Mais elle vous fait un peu marcher. Hein? Elle vous fait un peu marcher, cette ah ben femme. Oui, elle me mène un petit peu par le bout du nez. Ben oui. C'est peut-être une forme de parade un peu amoureuse. Hein. Oui, mais j'ai autour de moi toujours... j'ai des vieilles amies qui ont mon âge. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez, parce que je comprends pas bien finalement au fond, est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez beaucoup entouré de femmes, même si elles sont de votre génération, est-ce que c'est ça aussi qui peut l'énerver? Un peu le fait que vous m'avez dit, vous adorez les femmes, vous êtes entouré de femmes, est-ce que vous pensez finalement qu'elle peut en être un peu jalouse ou pas? Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est jalouse de ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Si effectivement vous avez un peu une cour comme ça autour de vous, oui, ça peut l'ennuyer finalement que vous soyez toujours dans ce côté un peu qui est toujours beaucoup de séduction et qu'elle soit pas. Je sais pas. Oui, mais c'est ce que je lui dis. Mais tu es. Moi, je suis veuve depuis 1 an et demi. Hein, mais j'ai toujours été entouré de femmes, même. Lorsque j'étais marié, j'avais toujours autour de moi des femmes. Non, mais ça, j'ai compris. Vous aimez séduire, vous aimez plaire, et vous avez beaucoup de femmes autour de vous. Oui. Est-ce que vous comprenez que peut-être, pour une femme, parfois, ça peut être un peu dérangeant, c'est-à-dire ça dépend ce qu'elle attend de vous finalement, mais de se dire qu'il y a, vous voyez ça, que je comprends, on a du mal à renoncer à ça, à plaire, à séduire, à bon. Mais
quand je lui demande, ou quand je lui dis, bon, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Alors, elle me dit, rien, je suis bien avec toi. Et de la même façon, elle n'attend rien de moi, si on peut dire. Et vous alors, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Moi, j'aime, comme je lui dis, moi, j'aime être avec toi. Vous avez au moins ce point commun. Oui, vous aimez être ensemble, mais peut-être que finalement, votre côté un peu séducteur peut lui poser un peu problème. Peut-être. Mais on a vécu des moments, il y a à peu près une année, on était comme un couple. J'allais déjeuner chez elle, je restais pas chez elle le soir, mais je mangeais le midi, le soir, on se retrouvait avec plaisir, etc. Bon, tout était bien. Et puis après, bon, comme elle a déménagé, comme elle était moins loin de chez moi, on pouvait plus avoir cette vie. On avait reconstitué une petite vie de famille sans l'obligation, parce que de son côté, elle veut être libre, ce que je comprends, parce que elle a besoin à son âge surtout, elle a besoin de relations avec des amis de son âge. Et ça, je le comprends. Mais il suffit que je lui dise un petit mot de travers et elle se fâche. Ça. Oui, mais ça fait peut-être partie de votre relation. Oui, oui. Après tout. Oui. Et en même temps, vous lui dites un mot de travers, donc peut-être que vous aussi, vous avez un peu des griefs. Bon. J'ai un peu de mal à saisir. Au fond, vous étiez ensemble. Il y a un moment, vous viviez, vous voyez tous les jours. Et puis finalement, là, vous êtes, c'est espacé parce qu'elle voulait voir ses amis. Mais pourquoi, quand vous voyez tous les jours, vous acceptiez pas qu'elle voie ses amis? Ah si. Alors, rien ne l'empêchait de voir ses amis, même si elle était avec vous. Non. Non, on faisait des repas avec ses amis et tout. Et aujourd'hui, vous ne le faites plus? Non, parce que comme elle a déménagé, elle est partie un peu plus loin. Donc elle m'a invité 2-3 fois, 5 ou 6 fois à passer des journées dans l'endroit où elle habite maintenant. Mais il suffit qu'elle soit avec des personnes différentes. Oui. Et si j'ai le malheur de lui dire, tu vois, cette personne, je la sens pas vraiment bien pour toi. Alors là, elle éclate, elle explose. Oui, mais parce que peut-être qu'effectivement, là, c'est plus précis pour moi. Oui. C'est-à-dire que elle n'aime pas que vous fassiez des réflexions sur ses connaissances. Peut-être est-ce que vous êtes un peu possessif là. Enfin, pourquoi dire après tout c'est à elle d'en juger. Oui. C'est elle qui est amie avec eux. Oui, mais enfin. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que finalement, vous êtes beaucoup entouré de femmes. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Elle doit faire avec. Et vous, finalement, les amis qu'elle a, parfois vous trouvez à redire. Oui. Et vous, il ou elle vous plaisent pas, je sais pas. Ce sont des hommes, des femmes? Surtout des hommes. Surtout des hommes. Donc voilà, vous manifestez un peu de jalousie. C'est-à-dire que vous aimez. C'est peut-être ça qui l'énerve. Et après tout, ça peut se comprendre peut-être. Vous voyez, c'est que vous vous chipotez l'un et l'autre là-dessus. Voilà. Bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est peut-être votre façon d'être ensemble, vous faire des scènes de jalousie. Et ça ressemble énormément à la relation que j'ai eue avec ma femme, parce que avec ma femme, on a toujours vécu dans ce système d'être ensemble et parce que moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, Et alors donc à chaque fois que je revenais de voyage, c'était la retrouvaille, le renouement un nouvel amour qui recommençait, Et avec cette femme, bon maintenant je voyage moins, enfin je voyage dans ma tête surtout, mais à chaque fois que on se fâche.
et on se retrouve. Ben, ça remet un peu de piquant. Vous retrouvez, c'est ce que dit Cathy. Tout ça est très vivant, très vibrant. C'est plutôt pas mal. Finalement, vous vous fâchez, mais c'est pour mieux vous retrouver. Voilà. Pour rester dans ce côté. Voilà ce que je disais. C'est un peu votre parade amoureuse à vous. Donc finalement, ça va plutôt bien. Oui. Il y a des moments où c'est très dur parce que quand elle se fâche, c'est vraiment. Elle se fâche, mais elle revient. Vous vous retrouvez toujours. Finalement, bon, c'est ce qui compte. Finalement, c'est formidable encore. Finalement, à votre âge, de pouvoir avoir une relation, même s'il y a des hauts et des bas, c'est passionnel. Ah oui. C'est plutôt bien. Ah oui. Bon, oui, alors. C'est vrai, ça. Et puis surtout que c'est votre façon de fonctionner. Oui. Alors ne vous mêlez pas trop de ces amis. C'est ça, voilà, c'est votre façon de faire. Et puis dites-vous, vous retrouverez. Vous vous disputez pour mieux vous retrouver. C'est ce que j'entends. C'est pas si grave. Non. Je dois vous laisser. Je dois vous laisser, Jean-Pierre, parce que j'ai un autre appel. Oui, d'accord. Un autre appel, et puis parce que finalement, ça va plutôt bien. De votre côté, vous avez votre cours, vous êtes entouré de femmes, et puis vous avez quand même cette relation qui compte pour vous et vous comptez pour elle, certainement. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Oui. Merci en tout cas, merci de votre appel. Oui. Au revoir Jean-Pierre. Et oui, c'est ce que dit Pipo, c'est finalement Jean-Pierre joue à je t'aime, moi non plus avec cette dame là. Voilà, c'est leur façon d'être ensemble et de s'aimer. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, vous réagissez comme ça en toute fin d'émission au témoignage de Manon, c'était pour le coup en début d'émission, qui donc elle ne ressentait pas de désir d'enfant, enfin c'était très lié à son histoire familiale. Mais son compagnon, lui, désirait vraiment un enfant, et donc elle s'interrogeait autour de finalement quand dans un couple l'un veut un enfant, l'autre pas, qu'est-ce qui se passe. Et on avait eu beaucoup de témoignages de femmes, et je m'étais dit c'est dommage qu'on n'entende pas des points de vue d'hommes aussi sur ce sujet. Donc je vous remercie d'appeler, même si c'est justement on va pouvoir vous entendre quelques minutes comme ça. Parler très longtemps, mais disons à l'époque, j'ai 61 ans maintenant. Oui. Ma fille a 27 ans. Oui. Et à l'époque, disons, j'étais avec. Mais vous aviez le même âge, finalement. Vous étiez dans l'âge de Manon et de son compagnon. Oui, un peu, oui. Et mais à l'époque, j'étais célibataire. Et puis, j'étais avec une copine, j'avais pas envie de me marier surtout. Oui. Parce que elle tenait à avoir un enfant, elle tenait à avoir un mariage. Gérard, on a un petit souci de son. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus loin du combiné, s'il vous plaît? Comme ça va mieux? Un petit peu mieux. Là, comme ça, voilà. Voilà, un petit peu plus loin. Voilà, merci. Moi, j'étais pas dans cette optique-là, quoi, voilà. Vous ne vouliez pas vous marier? Non. Vous ne vouliez pas trop de liens? Enfin, vous étiez amoureux de cette femme? Non. Ah, oui, alors ça explique. C'est pas que je voulais pas un enfant. Disons que ça me venait pas du tout à l'idée, ça. Surtout si vous n'étiez pas amoureux de cette femme, ça se comprend aussi. Un peu quand même. J'étais quand même un peu, mais je voulais pas me lier. C'est différent, ça. J'avais déjà vécu 10 ans avec une femme, sans être marié. Et puis on s'était séparés, quoi. Voilà. Et alors, au final? Je voulais pas recommencer ça, quoi. Voilà. Donc. Oui, mais j'ai pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous dites ça, d'accord, mais vous avez une fille qui a aujourd'hui 27 ou 28 ans et que vous adorez. Ah oui.
Bah oui, mais finalement, c'est ce qui compte. Parce que, à l'époque, disons, ma compagne m'a un petit peu... un petit peu forcé, quand même. Oui, mais enfin, ce qui compte, c'est finalement le résultat. Et c'est le lien, c'est votre fille et c'est le lien que vous avez avec elle. Non ? Oui, et puis... alors, on avait vécu quand même 16 ans ensemble. Et bon, depuis, on est séparés, mais on est toujours très copains. Bon. On s'appelle 2 fois par semaine. Bon. En tout cas, vous n'étiez pas d'accord au départ, mais au final, vous avez pu créer une belle relation avec votre fille. Et c'est ce qui compte. Merci de votre témoignage, Gérard. Au revoir. Très belle nuit à vous. Et bon week-end. Reposez-vous bien. Demain, vous avez rendez-vous avec Sophie, bien sûr. Enfin, ce soir. Et moi, je vous retrouve dimanche.